salue, vous qui nous rejoignez dans ce créneau, la pensée critique. Une fois de plus, nous sommes en compagnie de notre guide sur ce parcours d'immigration, ce chemin de tous les dangers, comme je l'ai intitulé, ce chemin de l'aventure, ce chemin de la vie. Landry sera encore avec nous, ça fait plusieurs semaines que nous sommes en train de remonter toute l'Afrique à la quête de l'Eldorado, ce pays de leur faim que semble promettre l'Europe. Merci d'être des nôtres, si cela est votre choix. Vous êtes au bon endroit. Partagez dans vos réseaux parce que nous essayons pour notre part de faire œuvre d'éducation, œuvre de diffusion, œuvre de pédagogie, œuvre de conscientisation. Comme on l'a toujours dit, chez nous, nous ne donnons de leçons à personne. Nous n'en avons pas. Nous essayons juste de partager des expériences, des récits de vie qui nous interpellent, qui nous amènent à réfléchir sur le réel de notre existence et sur le sens que chacun veut donner à son engagement, veut donner à chaque jour de son existence. Merci d'être dans le coin. Christian Bao, Chris vient depuis l'Italie. En tout cas, vous êtes au bon endroit si vous voulez continuer cette aventure avec nous. C'est une aventure qui est facile pour nous parce que nous l'écoutons comme un récit, comme un voyage, comme quelque chose de fantastique, voire même de fantasmagorique, sauf que cela n'a rien de rigolo du tout pour les gens qui font ce chemin pour aller en Europe. Nous disions déjà la dernière fois que l'immigré, c'est d'abord un sacrifié. C'est quelqu'un qui choisit de mettre entre parenthèses sa propre existence pour que n'existe que le rêve qu'il nourrit, non pour lui, mais pour tous ceux qu'il a laissés derrière lui, pour tous ceux à qui il veut dévouer sa vie afin que leur vie soit meilleure. Certains ont la chance d'y arriver, d'autres jamais n'y arrivent, et finissent au fond de l'océan, dans le ventre d'un poisson. D'autres asséchés jusqu'à la moelle, asséchés jusqu'aux eaux en plein désert par le soleil cuisant du Sahara. D'autres encore, propices dans des géoles infâmes, tout au long de la route, au Nigeria, au Niger, en Algérie, en Libye, partout vous pouvez imaginer. D'autres encore poursuivent leur chemin. Et ils ont l'air d'être complètement en possession de leurs moyens, en possession de leur être face à vous, mais une partie a été volée sur la route parce que violée, humiliée, volée, méprisée, c'est un parcours qui est d'abord un parcours héroïque. Comme je le dis, l'une n'est notre intention de faire diriger ces personnes en des modèles. Chacun se choisit les modèles qui lui appartiennent. Mais ce sont des braves, ce sont des héros, ce sont des gens exceptionnels qui prennent la route pour aller à la recherche d'un mieux-être, d'un mieux-vivre. On se retrouve juste dans quelques minutes, on va y aller. Nous allons faire une halte aujourd'hui à Tamaracet. Vous savez tout le parcours que nous avons déjà fait depuis le début. Nous remontons l'Afrique au sud du Sahara et nous avons traversé le désert. Aujourd'hui, nous allons insister sur notre halte à Tamaracet avant de continuer le chemin qui va nous emmener jusqu'à l'eau. Et après l'eau, il y a la traversée. Après la traversée, pour ceux qui y arrivent, on a l'Europe et parfois la désillusion à l'arrivée. Tout ça, nous allons le voir. C'est un cheminement qui ne fait que commencer. Restez en notre compagnie. Partagez surtout dans votre réseau. Invitez d'autres personnes pour qu'ils soient nombreux à écouter. Parce que nous essayons de faire aussi œuvre utile. En faisant tout ceci, nous ne nous amusons pas. Parce que la chose est trop grave pour être un amusement. A tout de suite. Cherches-tu, dis-moi où est l'ami? Ma femme est assoiffée dans le désert. Le froid glacial en compromis. Une vague de fortune rare avant la mer. Bonjour, il est là, notre ami Serge Aïdjo, bienvenue. Ça commence.
Dans quelques minutes. De bateau, sous les colis dans un camion. La vie, je vais chercher la vie. C'est l'aventure de la vie, j'ai chanté il y a un bon moment maintenant. C'est ça que nous allons revoir ce soir. Et j'en profite pour ceux qui ne connaissent pas. Avant de mourir, je veux vivre. C'est un extrait de mon album, Ma chance c'est toi. C'est le numéro 6. Je vais chercher. Non, le numéro une vie meilleure quelque 8. part. Ma chance c'est toi, Nana Ketchup. C'est un album accompagné d'un livret. Pour ceux qui aiment lire, n'oubliez pas, il y a mon livre. Achetez-le. C'est un autre aspect de Tidou de Boko. C'est pas le parcours le même, mais ça raconte un peu comment on se situe plus tard. Récit de vie d'immigrés et l'indépendant. Que tristesse et douleur, déchirement, nostalgie engage. J'ai bien peur que ce bonheur ne reste qu'un rêve, un futile mirage. Dans quelques minutes, nous sommes avec Landry et nous continuons notre chemin. Je vais chercher la vie, une vie meilleure dans cet ailleurs. Au plus rien à perdre, mais tout à gagner. Qu'importe le prix, je m'en vais. La vie, je vais chercher la vie. Un brin d'espoir en d'autres tiroirs. J'ai le cœur en peine, mais faut pas que je traîne. Ah si seulement j'avais le choix. Dans quelques minutes, on démarre. C'est un extrait de mon album qui chante ce que nous sommes en train d'évoquer. La vie, chercher la vie. L'aventure de la vie. J'en suis tellement passionné que j'en ai fait un sujet de recherche. Donc vous aurez un aspect, pas exactement le récit du chemin, mais le récit de la vie de l'immigré, un peu quelque chose dans ce livre. Chez l'Armaton. Plus haut s'élèvent les rideaux de fer. Les programmes politiques s'enflamment. Alors qu'un seul gramme de justice réclame la vie. Je vais chercher la vie. Vous faites tourner dans les réseaux, vous partagez. Tout est détruit. Pour que d'autres puissent venir assister à cette heure. Ma terre est devenue un désert. La vie, je vais chercher la vie. Une vie meilleure quelque part. À quoi sert une vie sans rêve, sans envie? Ma survie dépend de mon départ. La vie, je vais chercher la vie. Une vie meilleure mais quelques heures. Au fur de douleur à mon cœur. Je veux vivre et je veux vivre. La vie, une vie meilleure là-bas dans l'ailleurs. J'espère aussi la mienne sur cette terre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Alors, nous y sommes. Bonsoir encore à ceux qui nous rejoignent. Je rappelle juste à ceux qui nous rejoignent que nous sommes en train de poursuivre notre chemin qui a commencé au sud d'Issara, bien au sud, bien sûr, hein, à Douala précisément, avec Landry. Nous sommes en train de remonter depuis quelques semaines le parcours d'immigration, la route de tous les dangers, comme je l'appelle, cette route qui nous mène vers l'Eldorado, on peut le supposer ainsi, puisque c'est comme ça que cela nous est proposé d'une certaine manière. En tout cas, grâce à notre guide Landry, qui a fait ce chemin, ça fait plusieurs semaines maintenant que nous comprenons les subtilités, que nous comprenons de l'intérieur la réalité de ce parcours, qui est loin d'être un parcours de plaisir, qui est loin d'être une démarche touristique, qui est loin même d'être juste une recherche simple d'un lieu où l'herbe est plus verte,
qui est d'abord un chemin de douleur, de souffrance, de mort. Parce que ceux qui survivent, il reste encore des traces. Parfois, vous croisez un immigré, vous croisez quelqu'un qui a fait ce chemin. Moi, je vous conseille d'avoir toujours un peu de respect pour cette catégorie de personnes. De les prendre très souvent avec un peu plus de bienveillance, sinon avec un peu plus de tact, tout au moins, parce qu'ils portent en eux des douleurs qui ne sont pas sans trace lorsqu'on les vit dans ces conditions. Il s'agit de la dureté de la route, de la méprise des autres, il s'agit de la traîtrise, il s'agit du viol, il s'agit du vol, il s'agit des humiliations, il s'agit de la prison, il s'agit parfois de se renoncer soi-même, de faire des choses qu'en temps normal, on n'aurait jamais imaginé faire. Ce sont des gens qui arrivent parfois cassés. Et il est important de leur tendre l'oreille. Il est important de comprendre leur histoire. En tout cas, depuis quelques semaines que notre guide nous conduit à travers ce long chemin qui a commencé pour lui à Douala, par un premier départ vers la Guinée équatoriale pour, comme un peu d'entraînement, pour découvrir ce que c'est que partir de chez soi. Et nous avons compris que les circonstances du départ ne sont pas non plus anodines. C'est-à-dire que on ne part pas juste parce que j'ai envie de partir. Allez, coup de caprice, coup de vantardise, on prend un petit billet dans un avion en classe économique, on fait sa valise, on fait un trolley et on prend la route. C'est pas de ça que nous parlons. C'est pas ce que vous savez. Ce voyage que nous évoquons n'est pas celui que vous imaginez. On ne met pas son beau petit polo ou sa belle veste, on se parfume pour prendre cette route. On prend un sac à dos avec un pantalon maxi, un t-shirt, parfois deux, une paire de chaussures, une brosse à dents qui ne va pas tenir longtemps. Non? Il ne tiendra même pas longtemps la brosse à dents. Et on s'en va. Et dans son cas, il est parti, nous a-t-il dit, parce que il lui devenait insupportable qu'à 30 ans, il soit à la charge de sa mère veuve, alors qu'il a des cadets. Sa mère ne s'en sortait pas à les élever tous, à les nourrir, et ça lui faisait beaucoup de peine de voir sa mère se peiner aussi pour lui encore, lui qui normalement à cet âge-là aurait pu être marié, avoir une femme et avoir même déjà des enfants. Il a décidé de partir parce qu'il a essayé des choses. Il voulait aller à l'école, ce n'était pas possible. Il voulait essayer des choses, ça n'a pas fonctionné. Parce que parfois nous avons l'impression que les gens qui partent, que les immigrés, ce sont des personnes qui vont chercher juste un autre confort. Non. Ils vont chercher une source d'espérance parce qu'ils vivent dans un état léthargique, dans un état de morosité tellement ancré, tellement enquisté qu'il n'est plus possible de rêver. Nul n'a le droit de vivre sans rêve. Il ne s'agit pas d'avoir le monde à soi, il s'agit d'avoir la capacité de rêver. Que ce soit dans mon fin fond de mon village à Banganté, que ce soit vous à New York, ou à Bangkok, à Singapour, à Johannesburg, chacun a droit de rêver. Et ces enfants, ces jeunes hommes, ces braves gens, comme au temps de l'esclavage, où ils rentraient dans des bateaux, où on dépouillait l'Afrique de toutes ses forces, des plus forts, des plus costauds, ces gamins prennent la route parce que, en réalité, il n'y a plus rien à faire, ce n'est plus possible. La vie n'a plus de sens. Et quand une vie n'a pas de sens, elle ne vaut plus la peine d'être vécue. La plupart, en dehors de notre guide Lambry, nous ont témoigné. Il y a beaucoup d'amis qui sont là en ligne. Ils nous ont fait comprendre qu'ils n'avaient plus peur de la mort parce que dans leur propre pays, ils étaient morts. Il n'y a rien de pire que d'être vivant et mort. Il n'y a rien de pire que d'avoir le sentiment d'être un mort vivant. Il vaut mieux être mort définitivement. Voilà
les circonstances qui poussent la plupart à s'en aller parce qu'ils ne vivent plus. Ils sont déjà morts et quels que soient les dangers sur la route, ça leur fait plus peur. Pour notre part, l'idée n'est pas de donner une leçon à qui que ce soit. Pour notre part, l'idée n'est pas de dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. L'idée pour nous, c'est de dire il est important de savoir de quoi il s'agit et chacun décide selon sa volonté. J'ai écouté la plupart des gens qui ont fait ce chemin qui disent si c'est à reprendre, ils ne le referont plus jamais. D'autres pensent qu'ils peuvent le refaire. D'autres pensent que la vie qu'ils étaient en train de poursuivre, parce que là il s'agit de poursuivre, au lieu de vivre la vie, on la poursuit. Et ça c'est un problème. Voilà ce qui les met en route. On traverse le Nigeria avec toutes les difficultés, les tracasseries policières, les humiliations nous avons entendues. On traverse le Niger avec la pauvreté. On est obligé de changer de nom. On est obligé d'emprunter une religion pour s'adapter ou pour passer inaperçu. On est obligé de faire semblant. Parce qu'il faut continuer. Et lorsqu'on arrive à Arlit, ça c'est la fin de l'Afrique noire. On pense que ça y est, c'est terminé et que maintenant les belles choses vont devoir commencer parce qu'on doit entrer dans le Maghreb et ensuite ce sera peut-être l'Espagne le lendemain. Pour certains, ils ont la chance d'être renseignés, nous avons appris la semaine dernière, ils connaissent bien le parcours, mais dans le cas de notre guide, ils ne savaient pas. Après avoir vécu la galère, avoir vécu la douleur, après avoir connu la désillusion, ils se disaient « Ouf, enfin c'est terminé », sans savoir que rien n'avait encore commencé. Ils ont traversé le désert, ils ont abandonné des gens au désert, ils ont abandonné un monsieur dans son cas, vivant, il allait faire pipi. Quand le gars, il a dit « Yalla », tout le monde est parti et vous ne pouvez pas résister, c'est le maître tout-puissant. On a appris aussi dernièrement que ça dépend des guides, des chauffeurs, des conducteurs, comme ça on les appelle, les bouzous, c'est Touaregs qui connaissent le désert à peu près, parce que le désert, pour ceux qui ne connaissent pas comme moi, le désert, c'est une immensité. Parce que quand on parle du désert, vous pensez que c'est juste un territoire comme la taille de votre pays. Non, c'est plus que ça. C'est l'océan à perte de vue. C'est le désert. Avec rien. Retrouvez-vous au désert. Reconnaissez votre chemin. Même les boussoles ne vous aident pas très souvent. La preuve, des avions se sont souvent perdus au désert. En tout cas, ce que je voudrais dire, c'est que imaginez ce monsieur qui a été abandonné au désert. Et le reste, on l'ont laissé. Et c'était le silence total. Parce qu'ils ont vu comment une vie pouvait s'étendre comme une bougie. Voilà ce qui se passe lorsque vous êtes resté au désert. Et lorsqu'on traverse le désert, nous dit-on, à chaque fois, on voit des carcasses de voitures qui n'ont pas pu repartir. Parce qu'elle est tombée en panne. Et ce n'était pas possible. Personne n'a pu les secourir. On est tous morts. On trouve des habits, des squelettes. On trouve des vestiges, des gens qui vous ont précédé parfois il y a juste quelques jours ou quelques semaines. Et cela vous rappelle combien la vie est fragile, ne tient à rien. Et pourtant, ils continuent ce chemin. Et lorsque des gens continuent ce chemin dans ces conditions, cela suppose qu'il y a un tel état de désespérance derrière eux. Il y a un tel état de mort derrière eux que la mort même qu'ils sont en train de vivre ne leur dit plus rien. C'est pour ça que nous appelons aux gouvernants, à toutes ces personnes qui sont ceux qui sont censés offrir un cadre meilleur, travailler, qui sont payés. Il ne s'agit pas, ce n'est pas un service que les gouvernants nous rendent en Afrique ou ailleurs. Ils sont payés. Ils vivent aux frais de la communauté. Ils vivent aux frais de la collectivité. Ils vivent dans de beaux châteaux, dans de belles maisons, nourris, logés, conduits, soignés pour s'occuper des affaires collectives, mais ils ne le font pas. Ce n'est pas une faveur. Lorsque vous avez la responsabilité de faire votre travail, c'est tout simplement votre devoir, puisque vous êtes payé pour ça. Les présidents de la République et tout ce que vous dites, vous n'êtes pas des princes, vous n'êtes pas des rois, vous êtes loin d'être des dieux. Vous n'êtes que des serviteurs en réalité, vous ne le savez pas. Parce que ce sont des autres qui vous payent pour que vous travaillez pour donner de l'espoir, de l'espérance, une raison de vivre à toutes ces personnes qui se mettent en route, risquant tout, croyant gagner tout. Et tous ces enfants au fin fond des océans, tous ces enfants sur les routes, toutes ces filles violées, tous ces garçons violés, à la recherche d'un mieux-être
qui devraient être chez eux, dans leur village. Nous sommes aujourd'hui à Tamaracet, vous vous souvenez, pour ceux qui sont fidèles, pour ceux qui ne le sont pas, vous pouvez regarder nos vidéos sur YouTube ou bien sur ma page Facebook, Anakecha. Vous pouvez aussi liker ma page d'Orten Anakecha Project et vous abonner, parce que c'est pas la peine de me demander des amis, parce que j'ai pas le temps de feuilleter, parce que très souvent, il y a quelques illuminés ou quelques personnes perdues qui viennent vous demander un ami sans même savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous êtes. Parce que les réseaux sociaux, c'est pas juste un lieu de récréation. C'est pour ça que nous y venons. Nous y venons pas pour perdre notre temps. Nous y venons parce que nous pensons que c'est aussi un lieu d'éducation, c'est un lieu de partage, c'est un lieu de compréhension du monde, c'est un lieu où on se raconte. Et voici encore notre ami que nous remercions. Landry, bonsoir, ça va? Ça va bien, merci. Tu es en forme ce soir? Oui, très en forme. Tu as passé une bonne semaine? Très bonne. Magnifique. Déjà, je commence par te remercier pour tout le chemin que nous avons parcouru jusqu'ici. Qu'est-ce que tu peux en dire d'ailleurs? Je vais dire aux internautes de toujours se connecter tous les dimanches à 20 h. Ils auront tout mon parcours. Et si je te demandais de me faire un résumé de tout le chemin que nous avons traversé jusqu'alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Oui, déjà, avant, parce que nous allons nous attarder, nous allons, comme je l'ai dit, nous allons faire une halte, nous avons fait une halte à Tamaracet. Ouais. Et je voudrais dire que lorsqu'on parle d'une halte à Tamaracet, il ne s'agit pas de la ville de Tamaracet, il ne s'agit pas des lumières. Ouais. On est dans les collines. Dans les collines. On est dans les villages. Où on doit faire attention, il est interdit beaucoup de choses. Ouais, fin fond. Bon, déjà, je vais faire un récapitulatif des 4 dernières semaines. Oui. Là, je commence d'abord par le Cameroun. Oui. Non, en fait, c'est toujours par le Cameroun. Oui. Je suis parti mon point de départ qui était le Cameroun. Et pour la Guinée équatoriale, un pays voisin. Oui. C'est là où j'ai commencé d'abord à tester ce qu'on appelle l'aventure. Voir un peu comment est-ce que vivre hors de ses proches. Oui. Comment est-ce que ça... Parce que c'est ça, c'est pas facile de vivre loin, parce que c'est ça la question de l'aventure. C'est pas seulement le fait de faire la route, tu fais un entraînement pour voir si tu peux supporter l'idée de vivre loin de tes proches, des gens avec qui tu as toujours été. Tes frères, tes cadets en fait. Ouais. Parce que tu en avais combien déjà? Oh, j'avais 4. 4. Ouais. Et de ta mère quoi. Oui. Parce que quitter son environnement, comme on dit, quitter son biotope, c'est quelque chose de très très douloureux. C'est pour ça que vous devez respecter les immigrés. Et d'ailleurs, les immigrés doivent eux-mêmes se respecter. Parce que quand on quitte sa terre, on va loin, c'est pas pour s'amuser. C'est pas pour faire le guignol, c'est pas pour jouer les clowns. Il faut jamais oublier pourquoi vous partez. Et pour pas savoir, il faut toujours vous dire que votre départ a été un sacrifice. C'est pas rien. Et quand vous vendangez votre vie, alors que vous avez tant donné, tant sacrifié, à chaque fois, vous devez vous poser la question. Oui, donc comme il fallait s'entraîner. Oui, je vais appeler ça entraînement. Je suis parti dans un pays voisin, la Guinée équatoriale. Là-bas, j'ai fait pratiquement presque 5 mois. J'ai vu un peu comment est-ce que vivre hors de ses proches un peu, voilà. Oui. J'ai essayé, j'ai vu ça. J'ai dit bon, là j'ai un peu acquis une petite expérience. Je reviens encore vers le Cameroun. Oui. Quand je reviens vers le Cameroun, ça, j'ai fait, je crois, 2 jours. Parce que si je restais encore plus, je devais encore, ça devait encore me refroidir, quoi. Oui. Donc j'ai fait maximum 2 jours. Et puis je suis reparti. J'ai repris la route pour Yaoundé. Yaoundé, c'est là où je prends mon train pour Ngaoundéré. Ngaoundéré, je fais le chemin jusqu'à avec les bus, les cars de transport. J'ai fait le chemin jusqu'à Garoua. De Garoua maintenant, je tombe sur un monsieur, un conducteur de moto. Oui. Donc, vu mon accoutrement, il a su directement où j'allais, quoi. Ouais. C'est comme ça qu'il me dit, bon voilà, il me propose ses services. J'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Il me prend, il m'amène jusqu'à la frontière du Nigeria. Oui. C'était Banki, oui. Banki, Banki, oui. D'accord. C'est la frontière du Nigeria du Cameroun. D'accord. C'est là où il me donne, il me confie chez un passeur
En fait, je suis un chauffeur, bon, je les appelle aussi les passeurs parce que lui-même aussi, il était. Ils font partie, c'était un réseau organisé, C'est quoi. un réseau organisé, donc je l'appelle aussi passeur. Partagez notre vidéo, partagez notre émission dans votre réseau pour qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui écoutent. Hein. C'est pas tant pour nous faire plaisir, on s'en fiche de ce plaisir, mais en fait, l'idée, c'est que si ça vous intéresse, je pense que ça peut aider d'autres personnes. Et si ça vous intéresse pas, ça peut toujours aider d'autres personnes. Vous pouvez partager dans vos réseaux pour faire œuvre utile, quoi. Voilà, merci. Donc c'est comme ça, je prends maintenant la route de Banqui pour Kano. Oui. Avec le même chauffeur, il m'amène jusqu'à Kano et là, il m'amène dans un coin, comment je vais dire, dans un petit... comment je vais appeler ça? Donc il m'a amené dans un bunker, dans un ghetto. Oui. Où tous les immigrés, en fait, tous ceux qui font la route se retrouvent. Oui. Donc je suis arrivé au ghetto, là j'ai trouvé plus de 200, 300 personnes. Oui. Et tout ce monde que j'ai trouvé là, ils attendaient le jour pour continuer la route. Parce que beaucoup restent là, parce que l'argent, quand il n'y a plus d'argent, tu es obligé de rester faire le petit... Ça c'est le bunker d'où ça? Là c'est à Kano. À Kano, au Oui, Nigeria. au Nigeria. Et il semble que c'est quand même assez réputé aussi. Les gens sont un peu... Ouais. Je sais pas, le vol, Oui, le trafic, parce que là-bas, les mafieux. Il y a beaucoup de trafic là-bas. Beaucoup de mafieux. C'est effectivement, il y a trop de trafic là-bas à Kano. On me parle parfois de la sorcellerie, j'en sais rien, des dettes, des assassinats, des choses comme ça. C'est vrai, t'as entendu parler? Oui, j'ai entendu parler, mais moi, c'est les coins où je n'ai pas traîné. Tu as évité, oui. Ouais, parce qu'on m'avait déjà dit de traîner. Ne traîne pas dans certains coins. Il y a les coins que tu ne dois pas traîner. Donc, avant de partir, il faut avoir l'argent. Même si c'est combien, paye pour quitter dans ce coin-là. Ne coin. sois pas dans ces coins-là. Parce que c'est les coins où, généralement, à Kano, où toutes les semaines, peut-être 2 à 3 fois par semaine, il y a la police qui vient. D'accord. Et quand la police vient... On me parle parfois des trafics d'êtres humains. Oui, le trafic... Des corps, des organes, des choses comme ça, la drogue. Tout. Donc c'est les coins où on m'a dit ne traîne pas dans les coins où ça, si tu as ton argent, paye, tu continues ta route. D'accord. Donc c'est comme ça. Tu as évité et toi tu as continué. J'ai passé une nuit, le matin, j'ai pris la route pour le Niger, la première ville du Niger, elle appelle... C'est pas Zender? Non. Zender c'est déjà vers la C'est plus sortie, loin, d'accord. Ok. J'ai oublié. Donc c'est comme ça, j'arrive. On me dépose directement à l'agence Rimbo. Oui. C'est une agence qui a une très grande réputation en Afrique de l'Ouest. Oui. Parce qu'ils font toute l'Afrique. Ils font toute l'Afrique de l'Ouest. Donc l'agence, si tu veux partir n'importe où en Afrique de l'Ouest, ils vont t'amener. D'accord. C'est une agence qu'on m'avait conseillé d'aller là-bas et puis voilà. Et là-bas, ce qui fait la force de cette agence, c'est que une fois tu as ton ticket là-bas, c'est facile de faire le chemin sans que la police ne te contrôle. D'accord. Mais qu'est-ce que nous on faisait? Quand tu arrives, tu vois quelqu'un au Niger, si le billet c'est 2000, tu donnes 500, tu l'ajoutes 500 francs pour son... Je vais dire pour lui faire plaisir, quoi. Pour lui faire plaisir. Pour que lui, il aille acheter le billet et puis vienne te donner. Parce que si c'est toi qui peux acheter le billet, on va pas... Ça va coûter plus cher. Ouais, ça même pas plus cher, ils vont même pas te vendre. Ah, d'accord. Ça c'est les consignes qu'on les a donnés, ils vont même pas te vendre. Ah d'accord, sur Rimbo là, sur Rimbo. Oui, parce que c'est une agence, je ne vais pas dire internationale, s'il faut dire internationale. Oui, c'est ça. Ouais. En fait, vous n'achetez pas vos billets vous-même. Non. Ah, c'est quelqu'un d'autre qui l'achète. Donc quand ils voient des étrangers comme vous, oui, on ne leur donne pas, on ne leur vend pas. On ne le vend pas. D'accord. Sauf si peut-être tu as un passeport et puis avec un visa. D'accord. On peut te vendre. Mais si tu n'as pas, nous on n'a pas. Si on avait des visas, on ne devait pas prendre de. Et après, sur la route, il n'y a pas les contrôles de police? Si. Et je ne sais pas comment. C'est toujours de bouche à oreille. Oui. Les policiers ont su qu'il y a un trafic qui se passe. Maintenant, tous les agences Rimbo, on les stoppait. D'accord. On va poursuivre notre route rapidement, de notre résumé assez rapidement, puisque l'essentiel pour nous, c'est de continuer notre voyage. Ceux qui veulent comprendre, il faut les retourner dans les séances précédentes. Donc c'est comme ça qu'on continue jusqu'à Zender. Bon. Et toujours les tracasseries policières, comme dans tous les pays africains. Oui. Il faut toujours monnayer avant de passer et tout. Ouais. Zender, tu arrives, tu continues jusqu'à Ali. Bon.
voilà, c'est comme ça que c'est lancé. Oui. Et puis on prépare, là, on prépare la traversée du désert. C'est là où, comment je vais dire, on dit souvent, c'est là où l'acteur meurt. C'est là où la terre meurt. L'acteur. Ah, l'acteur meurt. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire là-bas, ça se joue à terre. Parce que à l'île, il y a toujours ce qu'on appelle appel de fond. D'accord. Oui, là, généralement, on est déjà épuisé. Ouais. Ce qu'on avait comme réserve, c'est également épuisé. Et si tu avais laissé un petit peu d'argent dans ton pays, tu demandes qu'on t'envoie. C'est ça qu'on appelle l'appel de fonds. Ouais. D'accord. Donc c'est un peu ça. D'accord. Et ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont obligés de se battre, faire des petits jobs pour gagner 350 francs CFA la journée. Oui. Donc, à peu près 50 centimes d'euros. 50 centimes d'euros. Okay. C'est comme ça qu'il faut dans chaque vie, quoi. Si tu n'as pas l'argent, tu es obligé de te battre pour avoir un peu, pour continuer. Pour ceux qui ne savent pas ce que nous nous sommes dit, en fait, ce que moi j'ai appris, c'est que l'immigré ne part jamais avec beaucoup d'argent sur lui, il n'a jamais beaucoup d'argent déjà. Ouais. Parce que ceux qui prennent ces routes, ce sont généralement des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, il faut le savoir. Ce fantasme, cette idée qu'avec l'argent qu'ils dépensent, ils auraient pu rester chez eux et entreprendre. Non, justement, ils n'en ont pas. Et c'est souvent sur la route, il faut travailler quand on a la possibilité, quand on a l'opportunité. Et voilà pourquoi certains ne continuent pas. Ils s'arrêtent par exemple au Maghreb, comme on va voir, parce qu'ils ne peuvent plus. Il y en a qui, avant de partir, avaient laissé un petit peu d'argent. Il y en a encore d'autres qui ont peut-être beaucoup d'argent, qui réussissent, tant mieux. Et même jusque-là, comme on l'a vu déjà la dernière fois, et comme on va encore le voir, ce n'est pas toujours gagné. On peut avoir beaucoup d'argent, ne pas y arriver. Il y a une histoire de chance, beaucoup dans cette histoire. Nous l'avons vu cet exemple avec notre ami qui a témoigné la semaine dernière. Et donc, malgré sa chance, hein, il nous a quand même expliqué la prison. Il nous a quand même parlé de la difficulté en Libye. Il nous a quand même parlé de Daesh. Ils ont été kidnappés, en fait, son groupe. Des amis sont morts. Ses proches se sont morts, et ainsi de suite. Donc, c'est pas toujours gagné. Alors, si je reviens, là, nous avons traversé le désert. L'acteur meurt, c'est-à-dire que là, c'est le vrai homme, quoi. Le maçon au pied du mur, comme on dit. Ça, on ne peut plus repousser le chemin. Une fois traversé le désert, là, ça, c'est un palier vraiment... Quand on a traversé le désert, on a l'impression d'avoir réalisé quelque chose. D'accord. C'est là où ça commence alors vraiment. L'aventure commence avec la traversée du désert. La traversée. Parce que là, quand tu arrives déjà chez les... Quand tu arrives au Maghreb, comme à Tamaracet, là, c'est là où tu sens que c'est-à-dire tu n'as plus... comment je vais dire, c'est-à-dire, il faut être vigilant. Ouais. Il faut être très très vigilant parce qu'à Tamaracet, là-bas c'est la chasse au noir. On va y arriver à Tamaracet. Bonsoir ceux qui nous rejoignent. Bonsoir Nathalie, comment ça va? Et bonsoir donc à tous nos amis qui nous regardent. Je vous rappelle que c'est très interactif chez nous. Nous aimons bien, pour ceux qui connaissent, que d'ailleurs il y a beaucoup de nos amis comme Serge qui nous accompagnent souvent avec leur propre expérience, que j'apprécie beaucoup. Pierre Ghislain qui n'est pas peut-être là cette semaine, et beaucoup d'autres. Notre ami la semaine dernière, le nom ne me revient pas, que j'inviterai d'ailleurs pour une émission. Je sais, il y a d'autres amis qui viendront à la suite de notre guide du jour, l'entrée, nous aider aussi à bien comprendre ces récits d'immigration. Et donc je disais que nous souhaitons que quand vous avez des points de vue, vous avez quelque chose à partager, ou si vous en savez quelque chose, écrivez, parce que nous donnons une importance capitale à ce que les gens ce que nous écrivent ou ce que nous disent les gens qui nous regardent. Et si vous avez besoin d'intervenir en direct, c'est bienvenu également. Par ailleurs, n'oubliez pas, si ça vous semble utile, de le partager dans des réseaux, partager dans des groupes, ça ne vous coûte rien du tout, mais ça peut aider quelqu'un, ça peut contribuer à quelque chose. Ça ne coûte rien, c'est un clic et ça peut changer la vie de certaines personnes parce que chez vous c'est rien. Et comme on dit chez moi, quand tu jettes les haricots pourris, rançonnés, il faut toujours demander au voisin parce que peut-être c'est ce qu'il aime. Voilà. Nous voici donc à Tamaracet. Et tu m'expliques que Tamaracet, c'est la chasse. La semaine dernière, ça me faisait rire. Ouais.
Parce que tu dis, il faut savoir courir. Il faut savoir courir. C'est pour ça que je dis c'est la chasse. Il faut être un athlète. C'est la chasse au noir. C'est la chasse au noir à Tamaracet. Qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, tu m'as expliqué le premier jour. Bonsoir Aurélie Boisson, comment ça va? Le premier jour, tu arrives à Tamaracet et tu te rends compte que c'est le village. Ouais, en fait. c'est le village. Ce n'est pas Tamaracet, genre j'habite dans une ville, tu vois les lumières, je vois les lumières, c'est magnifique, tout se passe bien. Et c'est la campagne, quoi. C'est la campagne. Non, je rigole parce qu'il y a une rencontre de personnes qui sont deux homonymes en ligne, là, Marie-Emmanuel et Nathalie Lacasse, qui se saluent. Oui, c'est la campagne. Et là, quand c'est la campagne, c'est là où on rencontre vraiment les purs croyants. Et là, il faut éviter de faire chemin, de croiser une femme musulmane ensuite en chemin. Les gens de la campagne sont plus croyants, c'est ça? Ils sont très pieux, ils sont conservateurs. Ouais. Parce que là, toi le noir, tu viens, tu ne dois pas croiser une femme arabe musulmane sur... Il est interdit à un jeune homme noir, en fait. C'est pas écrit quelque part, mais c'est les codes. C'est comme ça, c'est admis, tout le monde le sait. Il faut éviter de faire que ton chemin croise celui d'une femme. Même si tu prends le taxi, s'il y a une femme, le chauffeur, lui, ne va pas te prendre. D'accord. Toi, le noir, le chauffeur ne va pas te prendre. S'il y a les femmes dans le taxi, d'accord. Il te prend. Et il t'expliquait, vous expliquait que c'est parce que vous n'êtes pas des hommes dignes, parce que vous êtes des impurs. Moi, je me dis, c'est ce que peut-être qu'ils pensent. Vous n'avez jamais osé poser de questions. Il vaut mieux peut-être poser trop de questions. Les curieux comme moi qui aiment toujours poser des questions, vous ne pouvez peut-être pas prendre ce chemin parce qu'on ne va pas aller loin. Il vaut mieux la fermer. Il faut la fermer. Très bien. Et donc, et ces femmes, qu'est-ce que... Je sais pas, qu'est-ce que tu peux me dire de ces femmes? Tu pensais qu'elles ne vous voyaient pas, elles s'en fichaient, ou bien elles réagissaient elles-mêmes comment? Je sais pas, est-ce que tu sais ce qu'elles-mêmes pensent, ces femmes? Non, mais quand ces femmes nous voyaient, nous on les évitait, parce que quand ils prennent la piste, elles ne vont pas t'éviter, c'est toi qui dois les éviter. Et avec toujours leur... Tu n'as jamais croisé une femme dans les faubourgs de Tamaracet? Je veux dire, tu n'as jamais connu une femme. Quand je dis connaître, c'est pas une personne derrière un truc, derrière, qu'on ne voit pas, quoi. Je veux dire, est-ce que... Donc si je te demande de me parler des femmes de ce village, de Tamaracet, tu ne peux pas me décrire une femme. En fait, tu n'as jamais croisé une femme. Jamais croisé. Même quand je... Tu as croisé des personnes, en fait, qui bougent. Parce que... Même quand je travaillais là-bas, je travaillais chez un monsieur, à l'heure de manger, qu'est-ce que sa femme faisait? Quand elle finit de préparer, elle appelle son mari, c'est lui qui vient porter. Donc il ne doit pas venir là où nous sommes. C'est parce que vous êtes là ou bien elles le font pour tous les hommes? Oh, je ne sais pas, mais apparemment, c'est peut-être leur culture, moi je ne sais pas. Donc vous n'avez jamais entendu, une femme ne vous a jamais parlé finalement? Non, jamais. Vous n'avez croisé que des hommes dans ces villages? C'est à partir d'Oran. C'est à partir d'Oran, oui. Oui, que vraiment j'ai... On commence à être en interaction avec des femmes. Oui, j'ai changé avec les femmes. Mais la Tamaracet, elles sont toujours dans leur voile. Ce sont des paysannes? C'est des paysans, vivent d'agriculture? Oui, l'agriculture, l'élevage. D'accord. Parce que Tamaracet, là où nous sommes, c'est le village. Nous ne sommes pas au centre-ville. D'accord. C'est pas loin du désert. Oui, nous sommes même presque au désert, je peux dire. D'accord. C'est une vie rude déjà aussi quand même. Et comment vous rythmez? Les journées sont rythmées comment pour un immigré qui est en train de partir, qui en fait pour vous, vous ne venez pas rester à Tamaracet, vous prévoyez de repartir. Qu'est-ce qu'on fait pour celui qui n'a pas d'argent? Moi, je dis toujours, pour celui qui n'a pas d'argent, à Tamaracet, il y a un endroit où il y a qu'on appelle la placette, la place Chogo. Comme nous on dit, la place Chogo, ça veut dire la place où on va chercher du travail. Donc tous les matins, tu te lèves, tu vas, tu t'assois. Il y a les gens qui ont besoin de la main d'œuvre. Ils viennent là, ils prennent peut-être 2-3 personnes, ils vous embarquent dans son camion. Oui. Vous partez. Et en soirée, ils vous payent, vous rentrez. C'est comme ça qu'on fait tous les matins. D'accord. Maintenant, à Tamaracet, justement, est-ce que c'est là-bas, quand vous arrivez, où il y a des quartiers
des gens selon leur nationalité, c'est ça déjà? Oui, à partir de Tamaracet. C'est à partir de Tamaracet, vous êtes organisé en communauté. En communauté. Et chaque fois qu'on change de ville, c'est toujours pareil. On part de... Si on est des Camerounais, on quitte Tamaracet pour aller à Oran, toujours chez les Camerounais. Dès que tu prends le bus, le TMO de Tamaracet a déjà appelé Oran. Il y a tel nombre de Camerounais qui viennent. Et le tiers-mot, c'est quelqu'un de ce pays-là, c'est ça, tu m'avais dit? Non, le tiers-mot, c'est quelqu'un qui appartient à la même nationalité que vous. Oui, donc le tiers-mot, c'est le chef, bon, c'est le chef, quoi. D'accord. Et ça, c'est quelqu'un, tu nous as dit, généralement, ce sont des personnes qui sont venues et qui sont établies, qui ont trouvé leur vie, qui ne veulent plus partir. Ouais, ce sont les gens même qui partaient en aventure, ils sont arrivés, comment je vais dire, ils sont découragés. D'accord. Ils ont fait leur vie là-bas. Bon, ils ont créé leur part de ghetto et tout. Oui. Ils peuvent louer une maison comme celle-ci. Quand les Camerounais viennent, ils vous prennent, ils vous mettent à l'intérieur. Oui. Et vous payez. Des fois, c'est lui qui organise souvent votre départ. Oui. Ouais. Parce que beaucoup leur travaillent avec des Arabes. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils vous disent lorsque vous arrivez? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quand on arrive, la question qu'ils nous posent, ils demandent, toi tu veux rester ou tu veux continuer? Bon, ça c'est la question des fois qu'ils vous posent. D'accord. Tu veux continuer ou tu veux rester? D'accord. Bon, si tu veux continuer, il te dit, bon voilà, on prend le bus de Tamaracet pour Oran, parce que Oran, quand on quitte de Tamaracet, c'est pour aller à Oran direct. Il te demande, voilà, il te dit, bon, comme tu veux rester, il n'y a pas de souci, toi tu veux pas continuer. Oui. Il te dit, bon voilà, pour arriver à Oran, c'est comme ça, c'est que tu dit le prix. Si tu es d'accord, c'est lui qui va acheter ton ticket de transport. D'accord. Ouais, et puis il t'accompagne à la gare. Généralement, on voyage dans la nuit. On prend le bus dans la nuit pour... Est-ce qu'ils sont gentils avec vous ou est-ce qu'ils sont bienveillants? Qu'est-ce qui se passe? D'où vient tous ces trafics, non, là, ces choses horribles qu'on peut apprendre, comme dans le cas de ce que nous avons vu la dernière fois dans la vidéo? Comment survient ces attitudes incongrues? Il n'y a pas, je ne peux pas dire qu'ils sont gentils. Hein. Parce qu'ils ont moins été dépouillés, ils vont le faire. Les gens qui sont comme toi, qui viennent du même pays que toi, qui ont tenté, qui n'arrivent pas, leur souci, ce n'est pas tellement de vous aider, c'est de vous dépouiller le plus possible. S'il peut être dépouillé, il va le faire sans regret. Donc tout ce qu'on entend très souvent, tous ces gens qui soumettent des personnes à la prostitution, c'est la vérité. Toutes ces personnes qui aident les Maghrébins à soumettre les Noirs à l'esclavage, c'est donc la vérité. Si, c'est la vérité. Ils travaillent ensemble avec ces Maghrébins. Il peut monter des fois, les Maghrébins, ils viennent vous agresser, tu crois que... Ils vont pas vous tuer, mais ils vont faire semblant avec... Ils ont souvent des sabres. Oui. Ils vont pas vous tuer, mais ils vont vous faire peur. Et puis ils vont vous dépouiller. Puis c'est toujours nos frères africains qui montent tous ces coups. Et les filles, quand ceux qui étaient dans ton groupe, tu avais des filles dans ton groupe? Oui, on avait quelques filles. Et qu'est-ce qu'elles disaient? Qu'est-ce que tu... Non, pour les filles, qu'est-ce qu'ils font? Quand on arrive, les filles ont toujours... On scinde les filles, on les amène dans un autre ghetto, dans un autre bunker. Dans ce même ghetto, mais deux bunkers différents. Il y a un bunker des hommes, un bunker des femmes. Filles, des femmes. Oui. Et quand ils viennent comme ça, des fois, ces chefs connaissent déjà le nombre de femmes qui viennent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Ceux qui ont un peu d'argent, les hommes qui ont un peu d'argent, quand ils savent qu'il y a l'arrivage, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent. Ah oui. Ils viennent, celui qui a... C'est comme ça qu'on appelle l'arrivage? Oui. C'est comme c'est le vocabulaire? Oui. On dit qu'il y a un convoi. Il y a un convoi, il y a l'arrivage. Ouais. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut? Ils viennent. Chacun choisit et dit que bon,
tiens, moi je veux celle-là, tiens, moi je veux celle-là. Donc c'est comme ça qu'ils font. Les filles sont désignées comme des objets, on se les choisit. Ouais, on les choisit. Et généralement, les filles qui essaient un peu d'échapper, sont les filles qui ont déjà leur... Parce que des fois, tu vois, tu croises un grand de ton quartier. Quoi. Oui. Ouais, des fois, c'est lui qui te protège. D'accord. C'est là où tu peux échapper. Mais si tu es seul, tu peux pas échapper. Tu peux pas échapper au viol. Tu peux pas échapper. Ils vont te... Et les garçons qui sont violés, c'est par qui? Comment ça se passe? Bon, généralement, c'est... Moi, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu sur place, là. C'est beaucoup plus le désert. C'est... Comment on les appelle, là? Les Mbouzou, là. Oui. Ouais, bon, moi, j'ai entendu, mais moi, dans mon groupe, je n'ai pas... Ça, mais c'est quand même des choses, tu as entendu parler, ce sont des choses, c'est courant, oui, si tu veux, ouais. c'est courant. Oui. Parce que je connais, on m'avait raconté l'histoire, par exemple, d'un gamin dont il a changé son parcours de vie sexuelle, rien qu'à traversant le désert, il explique que je suis pas, après je suis pas devenu comme ça par hasard, après je suis resté parce que voilà. J'en ai entendu parler, mais dans mon convoi. Est-ce qu'il y a des gens qui volontairement se soumettent à la prostitution parce que comme ceux qui veulent travailler pour gagner un peu d'argent et continuer leur chemin, est-ce qu'il y a des personnes qui se soumettent, oui, presque volontairement à la prostitution comme dans l'idée de... Oui, mais les femmes. Les femmes. Ouais, les femmes. Les hommes, je ne pense pas. Je pense pas. Bon, peut-être les hommes, mais c'est plus discret parce que justement, nous sommes dans un pays musulman, hein, ouais. et que les choses sont faites de façon plutôt sournoise. Il ne faut pas... Ouais, mais là-bas aussi, ça existe là-bas. Hein. Comment ça? Il y a beaucoup d'homosexuels chez les Arabes. Là. Beaucoup. Et comment vous le savez? Ah, mais... Ils sont souvent là dans les comment je vais dire? Beaucoup plus au Maroc. D'accord. Ouais, beaucoup plus au Maroc. Parce que le Maroc est un peu plus libéral, ouais. Un peu plus ouvert, Maroc, plus progressiste, j'allais dire. Ouais. Ils sont nombreux au Maroc. Ils ne se cachent même pas. Ah, ils ne se cachent pas. Ouais. Mais par contre, ailleurs, ça existe peut-être et ça se cache. Bonsoir Bintou, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Et ne pensez surtout à partager notre vidéo dans vos différents réseaux parce que nous avons besoin de partager, de prendre ce temps, de consacrer ce temps à un maximum de personnes qui viennent discuter avec nous, qui viennent aussi nous partager leur expérience, qui viennent nous partager leur lecture de ce que nous sommes en train d'évoquer. Parce que c'est de la co-construction de savoir que nous essayons de faire avec vous, grâce à vous. Alors, bonsoir Jasmine aussi, qui est déjà là, qui est rentrée, qui est bien en place. Donc, à travers vos questions, hein, si vous avez des questions, si vous avez des témoignages, si vous avez des points de vue, si vous avez des contestations, c'est bienvenu. Et donc, nous sommes toujours à Tamaracet et tu m'expliques que les personnes sont un peu considérées comme du bétail. Du bétail, ouais. Comme, voilà, il y a un convoi, il y a un arrivage, ce sont des personnes. Comment dans votre chair, vous le vivez à l'instant là? Je reviens à... Quand on se voit comme ça, sujet d'un tel mépris, qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça produit en vous? Qu'est-ce que ça produit en toi? Ça nous fait mal. Surtout de voir que c'est ton propre frère qui est... c'est-à-dire qui te met aux enchères. Oui, je vais même dire ça comme ça, qui te met aux enchères. Je dis enchères pourquoi? Parce que quand ces personnes qui viennent là et qu'ils ont un peu d'argent, c'est le plus offrant qui commence le premier à faire son choix. Dans la vente aux enchères que j'ai vu dans la vidéo il y a un moment, ce sont des choses qui arrivent très souvent. Pas souvent, ça arrive chaque fois qu'il y a arrivage. Chaque fois que le convoi, il y a un convoi qui vient, ils sont là. Ils sont là, ils viennent là. Et avec la complicité du tiers-monde, c'est avec sa complicité. Quelqu'un vient là, il dit qu'il a 5000 dirhams. Il dit bon voilà, il choisit, l'autre vient là et pour lui il choisit. Puis,
ce que je vais aussi ajouter, puis toi la fille, quand tu viens et que tu n'as pas d'argent, oh là c'est encore c'est la catastrophe. Parce qu'il y a certaines filles qui viennent qu'on les a dépouillées, avant au Niger, partout là. Elles n'ont même plus un centime. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelqu'un vient là et dit ok bon je vais payer ton droit. Et quand il paye ton droit, comme si il te dit qu'il a sa maison, toi tu vas aller rester là, mais ce n'est pas pour aller. Tu n'es pas un pot de fleurs. Pour nettoyer les vitres quoi. Tu n'es pas le pot de fleurs. C'est pas pour qu'il vienne te dire bonjour avec des croissants au lit le matin. Il vient là, il paye ton droit, il t'embarque, il part. Tu deviens son esclave. Voilà, dans tous les sens. Tu deviens sa femme. Son objet. Si tu étais encore sa femme, je dirais que c'est pas mal. Ben oui. Non, c'est comme ça. Là, tu me fais comprendre que lorsque cette histoire d'enchère n'est pas juste un épiphénomène, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui arrive de temps en temps. Tu m'expliques que lorsqu'un convoi arrive, ouais. Il y a une vente aux enchères, en fait, il y a un enchérissage qui va suivre. Je pensais que c'était de temps en temps, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Ouais, c'est comme ça. Chaque fois qu'il y a un convoi arrive. Comme lorsque les gars reviennent, les marins connaissent, comme ils reviennent de la pêche avec le poisson, ils reviennent au port. Il y a les acheteurs qui sont déjà là. Oui. Lorsque les gars qui vendent la friperie à Douala, les ballots arrivent, on est là pour les bayam salam. C'est la même chose avec des êtres humains, des femmes, des hommes bien debout. Et là, avec la complicité de nos... Tout ça, c'est toujours... C'est toujours avec la complicité des vôtres. Ouais. Moi, je suis de toute façon de ceux qui... J'ai toujours dit que c'est bien beau que le noir, en l'occurrence, passe son temps à se plaindre. C'est très bien. Parce que si il n'y avait pas eu le noir, par exemple, il n'y aurait jamais eu d'esclavage. S'il n'y avait pas eu ton propre frère, on ne serait pas entré dans ta famille pour t'attaquer. Donc, le problème, c'est à l'intérieur. À l'intérieur. Vous allez pleurnicher, nous allons invoquer tous les dieux, mais tant que nous n'allons pas comprendre qu'il faut être solidaire, qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut, même dans la douleur, être encore ensemble pour relever des défis, parce que ça me fait penser d'ailleurs à beaucoup d'autres choses à cet instant qui me turlupinent, et d'ailleurs j'y reviendrai je consacrerai une émission, tous ces gens qui font des batailles politiques soi-disant, mais qui font des choses immondes, incroyables, sous le couvert, soi-disant, d'activisme politique, de lutte, mais ils font ils font des choses que même le pire des dictateurs ne ferait peut-être même pas. Donc, tant que c'est facile de jeter la pierre, c'est facile de toujours penser qu'il faut dézinguer le gouvernant, il faut dézinguer la tête. Bien évidemment, la responsabilité première est à la tête. Moi, j'ai toujours pensé cela. Mais simplement, si nous ne nous interrogeons pas, si nous ne nous posons pas l'examen de notre propre conscience, oui, je suis d'accord quand certains disent que le changement passera par nous, bien évidemment. Parce que, voilà, des gens qui quittent la galère, qui connaissent la souffrance, qui voient d'autres galériens qui arrivent et qui deviennent les bourreaux des galériens. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous avez en face de vous quelqu'un, parce que quand vous le croisez, vous aurez presque envie de lui dire « Ah, salut frère ». D'ailleurs, ça me fait penser à Sierra Nevada, une de mes invitées, que vous connaissez pour certains, qui disait, je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi les Noirs seuls s'appellent frères, sœurs. Je dis, mais pourquoi on n'est pas frères? On a une communauté de couleurs, mais on n'est pas des frères. Parce que, est-ce que cela ne cache pas, d'ailleurs, ça rejoint quelque chose que tu m'avais dit aussi, que tu n'aimes pas quand les Maghrébins en Europe t'appellent cousin. Parce que tu sais que tu ne vaux rien à leurs yeux. Et donc, je n'aime pas beaucoup les mots. On aime les actes. Quand tu es chez eux, ils t'appellent camarade. Ils t'appellent camarade. Camarade, c'est juste pour catégoriser, quoi. Ouais. Pour dire ça, c'est la catégorie des camarades. Camarade. Avec un certain mépris, quoi. Ouais, mépris, camarade. Alors, lorsque tu es en face de toi, quelqu'un que tu aurais pu dire, c'est un frère, quelqu'un, tu t'attendrais à ce qu'il te tende la main. Quand tu le vois, tu dis, ah, enfin, j'ai trouvé mon frère, mais
attention, c'est lui qui va te... Quand tu le crois, la première des choses, il va t'amener le sujet toujours au niveau... qui tourne toujours au niveau d'argent pour voir un peu si tu as... D'accord. Et c'est comme ça, dès que lui constate que tu es un peu... c'est lui qui monte encore le coup qu'on vient te... Donc ça ne l'intéresse même pas de savoir comment tu te portes, si la route s'est bien passée pour toi, quels sont tes rêves, quel est ton projet, où tu veux aller. Pour lui, c'est de te dépouiller. C'est de te dépouiller tout de suite. Il y a plein là qui ne peuvent faire ça. Pour eux, l'aventure est finie là. C'est-à-dire, si par miracle il se retrouve en Europe, il n'aura pas 24 heures. Parce que les gens qui ont souffert entre les mains ont une rage, ont une rancune tenace, ils sont prêts à les terrasser. Mais pourquoi, de ton point de vue, toi qui l'as vécu, ton point de vue, pourquoi ils le font? Est-ce que c'est juste une méchanceté gratuite? Est-ce que c'est l'appât du gain? Est-ce que c'est la jalousie? Est-ce que c'est juste que comme j'ai pas réussi, je voudrais pas que d'autres réussissent? Exactement, c'est ça. Et il y a aussi la part du gain. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pour eux, c'est quoi? Comme lui, il n'a plus comment je vais dire, le courage d'avancer. Il reste sur place, travaille sa part d'argent sur vous. Vous devenez ses esclaves. Quand il va bien te sucer, il sait que bon, comme toi tu vas aller travailler en Europe. Lui, il travaille pour lui. Il travaille pour lui sur place. En fait, il y a un mélange de jalousie dans l'histoire. Je ne souhaiterais pas que tu réussisses comme légèrement on le voit dans un service, dans un travail, dans n'importe quoi. Quand un noir, il a une boutique, quand un noir, il a quelque chose, un commerce qui fonctionne, ceux qui l'aident à le fossoyer, c'est encore les noirs, en effet. Oui. Donc, c'est la même démarche, en effet. C'est-à-dire que je dépouille, je prends tout ma part, là, maintenant. Et tu peux continuer. Tu peux continuer. Et voilà, au moins j'ai pris. Et d'ailleurs, je souhaiterais que tu ne réussisses pas. Voilà pourquoi je te dépouille. Ouais, parce qu'il est hors de question que j'ai échoué et que toi tu réussisses. C'est ça la philosophie. C'est-à-dire, pour lui, comme lui il est resté, il n'a pas eu le cœur d'avancer. Donc il veut vous dépouiller pour que vous restez avec lui dans son ghetto. Oui, c'est nos amis qui interviennent, Nathalie notamment, qui nous disent qu'effectivement, on utilise des mots qui sont à l'opposé de ce qu'un frère ou un cousin doit faire dans une situation qui demande une solidarité sans faille. Effectivement. Est-ce que dans le groupe, vous qui êtes des voyageurs, est-ce qu'il y a une solidarité? Est-ce que c'est... Quelle est l'ambiance qui prévaut? C'est chacun qui pour soi? C'est chacun pour soi. Hein. L'aventure, c'est une place. L'aventure, c'est une place. C'est une place. C'est-à-dire, c'est comme ça, c'est une place. N'importe quel aventurier tu vas demander, il va te dire pareil. L'aventure, c'est une place. C'est une place. Parce qu'on a vu même les jumeaux se séparer. Vous avez vu? Les jumeaux se séparer. Sur le chemin de l'aventure? Oui, mais il te dit, prends ta roue, je prends ma roue. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai pas ça veut dire, est-ce qu'il y a des jumeaux? Non, pas quand il dit séparer, pas mourir. Hein. Non, j'ai compris. J'ai dit que chacun se bat. Est-ce qu'il y a eu vraiment des jumeaux? Oui. Des enfants de la même famille, de la même maman? Oui. On te dit l'aventure, c'est... Qui ont dit, bon... On a notre langage, on dit Pontiac. Pontiac? Oui, donc ça veut dire une place. Ah oui, la Pontiac comme la voiture. Donc c'est Pontiac, l'aventure c'est Pontiac. Donc, la solidarité là... C'est quand on a traversé la Méditerranée ou la barrière, ouais. Mais là, encore dans le Maghreb. Justement, j'étais en train de me demander, parce qu'à un moment donné, lorsque les gens sont dans la forêt, on voit quand même qu'il y a beaucoup, on se soutient, oui. On se porte, les blessés sont soignés, ça c'est autre chose. Non, mais ça ne veut pas dire que s'il y a failli, s'il y a failli, il va te traiter. Ah ouais. Ah ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est piétiné en fait, parce qu'on ne se soucie pas que lorsque vous allez au mur, lorsqu'on le verra plus tard, lorsqu'on va au mur, il y a des gens qui sont écrasés. Ils sont écrasés. Parce qu'on ne se soucie plus de l'autre. C'est moi, c'est Pontiac. Oui, c'est Pontiac. En fait, donc, moi je pensais que lorsque vous arrivez, vous êtes à Tamaracet, vous vivez
il y a quand même une solidarité. Vous vous donnez des petits tuyaux quand même. Des petits conseils. Nous tous, nous sommes sur la route. Qui va te donner des conseils? Lui, il ne connaît pas ce qui se passe devant. Il va te donner quelques conseils. Mais quand il est sorti, il a trouvé du boulot, j'en sais rien. Non, pour le boulot... il te donne des plans de boulot. Pour le boulot, pour le boulot, j'ai dit, il y a un rond-point où on appelle la placette. Si tu veux gagner de l'argent, tu dois te lever, aller à la placette. Oui, mais quand même, ce que je veux dire, que la solidarité veut aussi que lorsque quelqu'un a un bon plan, et un patron qui n'est pas bon, il va quand même te dire que non, ne va pas là-bas. Bon, oui, bon, pas tellement. C'est un peu... Mais il y a d'autres qui peuvent arriver et que le patron lui dit qu'il a besoin d'une ou deux personnes. Oui. Bon, là, voilà, et c'est pour que le patron soit content, il lui donne. Oui, là, c'est normal, il va venir à la placette. Ou bien, dans la chambre où il dort, il peut prendre deux personnes là qui échangent un peu et dire bon, demain on va aller... On a eu la semaine dernière notre ami qui est venu témoigner, qui nous expliquait en fait comment il aidait, il prenait en charge, faisait fonction de leader. Ouais. C'est pas forcément courant en effet, c'est ça? Oui, voilà. D'ailleurs, il donnait le conseil, il disait que pour lutter contre le viol, généralement ce qu'il conseille aux jeunes filles, c'est de proposer, c'est de monnayer. D'ailleurs, ça rejoint ce que tu disais, que quand on n'a pas d'argent, c'est foutu. Parce que il faut toujours proposer à son agresseur qui gagne mieux à ne pas vous agresser. Donc, il faut lui proposer une contrepartie. Parce que votre agresseur ne va pas vous laisser par pitié. Et oui, il n'aura pas pitié. Donc, ne vous méprenez pas là-dessus. Ne vous dites pas que, ouais, vraiment, monsieur, vos larmes, il s'en fiche. Il faut lui proposer qu'il gagne. Si vous avez de l'argent, ou vous pouvez lui dire, je peux travailler, gagner de l'argent, vous donner quelque chose. Donc, imaginez des choses dans votre tête qui puissent permettre à votre agresseur de gagner quelque chose. C'est l'une des techniques que je trouvais justement assez intéressante pour pouvoir faire face à un agresseur dans toutes circonstances. D'ailleurs, il faut lui proposer une situation, il faut lui proposer un avantage, il faut lui proposer quelque chose qui soit plus intéressant pour lui en vous gardant en vie ou en ne vous agressant pas, ne vous violant pas en l'occurrence. Je voulais aussi dire... l'intervenant, celui qui est intervenu la semaine passée, qui disait que il y a certains patrons qui demandaient les gens. Il y a beaucoup qui refusent. Pourquoi? Bon, lui, peut-être lui, quand il donnait aussi aux autres. Mais il y a d'autres là, il vient vous prendre. Oui. Dès que le patron lui donne l'argent, c'est fini. Hein. Il ne vous donne pas. Il ne vous donne pas. Tu vas te plaindre chez qui? Mais les frères avec qui vous faites l'aventure? Oui, je vous dis. C'est justement ça que je m'interrogeais sur la solidarité. Il gagne de l'argent, le patron vous donne, il ne vous donne pas. Il ne vous donne pas. D'ailleurs, c'est ce qu'on verra plus tard en Europe, hein, parce que ça se reproduit encore. Des gens, ils vous donnent des papiers, vous travaillez, mais ils ne vous donnent jamais cet argent. Il prend comme ça, il a déjà organisé son voyage. Ah oui. Il vous dit peut-être que le patron va payer en fin de semaine. Oui. Lui, il a déjà organisé son voyage, il fait qu'il prend. Après ça, tu entends... Un vendredi, on te dit que voilà, il n'est plus au ghetto. C'est comme ça. Les règlements de compte. Là, il prend quoi? Moi, j'étais vraiment idiot parce que je pensais vraiment qu'il y avait une forme de solidarité quand même. Dans la douleur, dans la peine. Ah oui, donc des gens peuvent quand même, alors que vous souffrez ensemble. Oui. C'est vraiment Pontiac votre affaire là. C'est Pontiac, c'est Pontiac. Des fois même, moi je disais quand je travaille avec certains amis, le patron dit bon, vous êtes 3, vous êtes 5, voilà 10 000. S'il n'a pas de monnaie, je dis non, toi-même va faire la monnaie, donne-moi. À qui ça tu demandais? Je disais au patron, tu dois faire la monnaie. Et me donner mes sous à moi, ne donne pas mes sous à quelqu'un. C'est comme ça, ça commence après les bagarres et tout. Ah, parfois il y a de la bagarre. C'est tous les jours. Hein. C'est pour la bagarre, c'est le quotidien. Ah bon? Ouais, la bagarre, c'est tous les jours. Moi, je croyais, encore une fois de plus, je vais le redire, je croyais que dans la douleur, dans la difficulté, vous essayez de vous serrer les coudes. Il y a des bagarres. Il y a des bagarres. Et ça doit être des bagarres assez rudes, il y a toujours assez violentes parce que quand on a traversé tout ça,
on devient très intolérant, on peut être très... Parce que tu vas toujours trouver ceux qui veulent toujours duper les autres. C'est ça. Toujours, ça ne manque pas. C'est-à-dire, il veut toujours prendre raccourci sur ses frères. C'est ça. L'aventure ne confère pas forcément une meilleure éthique, quoi, je veux dire. C'est pour dire pas de confiance. C'est à ton argent. Même l'argent, quand tu as ton argent, on attache l'argent aussi sur les reins. Ah oui, on l'attache autour des ceintures. On dort avec. Ah, on dort avec. Parce que les gars n'hésiteront pas à te voler. Tu vas te plaindre chez qui? Tu ne dois même pas faire en sorte qu'on voie cet argent. Parce que là, on voit, on vole. On soupçonne, on vole. C'est quand même, c'est un état de... Les gens sont un peu plus solidaires, même en prison, hein, parce que moi j'ai souvent vu les prisonniers, comment ils vivent, mais ils se soutiennent un peu mieux que vous qui êtes sur la route là. Là c'est vraiment l'enfer. Est-ce que, comme dit notre ami en ligne, n'hésitez pas à nous partager votre expérience. Ce que je veux dire, c'est que il ne vous vient pas l'idée qu'en faisant ensemble, ça peut être facile pour tout le monde. Il ne vous vient pas l'idée qu'en étant solidaire... Sans vous mentir, ce n'est que la communauté camerounaise. Hein. Peut-être la communauté malienne. Ah, la communauté malienne sont peut-être plus solidaires. Très. Ils sont très solidaires. Ben, alors, ça ne m'étonne pas. C'est dans, la communauté, assez spéciaux. C'est dans notre communauté où tu vas trouver tout ça. Et c'est dur à quoi? Toi qui connais ce cheminement, moi je suis toujours curieux de savoir pourquoi les Camerounais se comportent comme ça. Le Camerounais est trop sage, intelligent. C'est pour ça. Est-ce que c'est de l'intelligence en fait? Oui, non, c'est dit que non, on est sage, on est intelligent. Oh, c'est ça qui cause... C'est de la bêtise en fait. Oui. Par contre, le Malien, lui, n'est pas là. Les Maliens en forêt préparent dans une marmite. Tous sont là, ils plongent la main dedans. Moi, je me suis souvent demandé si, dans le cas du Cameroun, c'est pas lié à un contexte d'un pays qui est englué dans une forme de morosité qui dure de très longues années. Les personnes ont l'impression que la vie ne bouge pas et on ne se projette sur rien, on n'a pas d'espérance et ils vivent dans l'immédiateté, ils vivent au jour le jour, ils survivent d'une certaine manière et ils ne savent pas, on ne fait pas de prospective au Cameroun. C'est bien évident qu'on a un régime politique qui est en place depuis plus de 35 ans, des messieurs qui croulent et qui restent à la tête des États. On peut bien comprendre qu'il y a justement une psychologie et, des Camerounais qui se dévoilent comme ça, même dans ces moments où on peut se projeter solidairement, on n'y arrive pas. Vous êtes dans le danger et vous n'arrivez pas à être solidaire. Vous n'arrivez pas à comprendre que c'est ensemble que vous allez y arriver. C'est vrai que c'est pour ça que j'en veux très souvent aux dirigeants. C'est pour ça que nous exprimons certaines convictions politiques, parce que non, il n'est pas normal qu'une société vive comme ça, engluée dans une forme de léthargie, parce que c'est pas tant pour les gens qui sont au pouvoir, qui gardent le pouvoir pour eux, c'est surtout que ça ne renouvelle pas. C'est comme l'eau, une eau qui ne bouge pas, qui stagne. Elle est impropre, elle ne permet pas à la vie, elle ne permet pas la vie. Les êtres ne se développent pas, les poissons ne peuvent pas vivre dans une eau qui stagne, qui ne bouge pas, les herbes ne grandissent pas, c'est normal en fait. Moi je pense que c'est l'une des explications de cette mentalité spéciale qu'on retrouve chez les Camerounais, que ce soit sur place Cameroun, que ce soit sur la route comme nous sommes en train de le décrire, ou que ce soit lorsqu'ils se retrouvent à l'étranger. Ce chacun pour soi, cette immédiateté, cette impossibilité de pensée collective, cette difficulté à faire foule, cette difficulté à solidariser, même sur des simples choses, c'est quand même fou. Même quand leur propre vie en dépend. Ils ne se rendent pas compte, on veut gagner tout de suite, même si on ne sait pas à quoi ça va nous conduire. Moi, je pensais que vous pouvez collectiviser les repas, vous mangez ensemble, j'en sais rien. On aide ceux qui n'ont pas. Ah non. Qu'est-ce qu'on fait? Les repas, on cotise, si on dit, tout le monde donne 5 dinars. Tu dois donner tes 5 dinars. Celui qui n'a pas l'argent, il va aller chercher, puiser de l'eau. Et puiser de l'eau aussi, c'est un danger. Ah oui, si parce qu'on a le risque, c'est... Si en partant puiser de l'eau, la police t'attrape,
C'est fichu, quoi. C'est Tizawati. Tizawati, oui, ça dit qu'on t'emmène dans un autre chemin vers le Mali, qui n'a plus rien à voir avec ça. C'est au désert du Mali, et qui n'a même plus rien à voir avec la route par quitter là-bas, arriver, c'est encore un autre film. Donc il faut voir un peu. Toi qui n'as pas, on te dit va puiser de l'eau. Et pour aller puiser de l'eau, on dit souvent, tu dois lire les jeux. Donc il faut être vigilant. La tête est tu en train de tourner. Roland nous écrit, je croyais que dans ce périple, c'est ton frère qui devrait être ta bouée de sauvetage. Mais hélas, c'est lui, c'est compliqué. Chers amis, vous qui nous rejoignez, vous qui avez regardé notre vidéo lorsque nous ne serons plus là, si vous voulez, accrochez-vous, allez jusqu'au bout, partagez également dans votre réseau. Nous décortiquons, nous essayons de comprendre la psychologie de ces voyageurs, de ces personnes qui parcourent la route du désert à la recherche d'un pays où coule l'or, où coule le miel, hein, le lait, bien sûr. Je vais répondre à Roland. Effectivement. Oui, parce qu'elle dit, est-ce pour le nombre très important d'ethnies qui cause cette désolidarisation entre Camerounais, il demande-t-elle. Effectivement. Quand tu arrives peut-être, je vais prendre l'exemple de Gorogo, en forêt. Le Gorogo, c'est en forêt? Oui, c'est en forêt. Là-bas, tu vois le quartier Ngonsoa, tu vois le quartier Aoussa, tu vois le quartier... Mais tout ça, c'est la communauté camerounaise. Mais dans la communauté camerounaise, c'est scindé. Non. Si. Dans la communauté camerounaise, il y a encore les petits. Il y a le quartier Aoussa, il y a le quartier Baranté, il y a le quartier Ngonsoa, il y a le quartier ceci. Et chaque quartier maintenant prépare sa nourriture. Quelqu'un ne peut pas quitter au quartier où il vient manger au quartier Baranté s'il n'a pas cotisé. Oh, la communauté malienne, c'est pas ça. Des fois, moi, je partais souvent manger la communauté malienne. Ça dit, je suis de passage comme ça, je vois, ils ont posé la marmite par terre. Je viens seulement, je mets le plat, ils me servent. Donc c'est pas facile chez nous. C'est incroyable. C'est pas facile. Mais c'est inquiétant. Mais c'est inquiétant. Où allons-nous? C'est ça. Mais c'est quoi cette vie? Mais quel pays? Mais quel pays pourri? Mais on est pourri. C'est du n'importe quoi. On vit à l'antithèse de la vie. Nous empêchons la vie d'être. C'est du n'importe quoi. On ne vous demande pas d'être gentil. On vous demande de vivre. La vie, c'est celui qu'on a en face de soi. On vit avec maintenant. C'est le défi de l'instant présent. C'est pas une question de frères. C'est frères en communauté de vie, je vais dire, passagers d'un pèlerinage. Parce que quand votre vie s'arrête là, c'est celui qui était avec vous au dernier moment, qui est votre dernier miroir de cette existence. D'où l'importance de le considérer. C'est choquant d'entendre que... Moi, je suis particulièrement content de cette émission parce que finalement, ça me fait comprendre des choses, des structures de pensée et des structures d'une mentalité qui est pernicieuse. Et ça ne m'étonne pas de voir, même pour ceux qui se battent sur le plan politique, parce que je suis un petit peu l'actualité des combats politiques, je comprends mieux pourquoi nous avons des gens véreux qui sont là juste pour faire du buzz, ils sont là juste pour se rendre importants, ils sont là juste pour être le meilleur, ils sont là pour avoir des belles vues sur Facebook, ils sont là pour gagner un peu de sous grâce au litchi, grâce à ceci. Mais c'est fou. Comment se fait-il que dans le désert, en fait, sur la route, vous êtes tous dans une barque, un danger, une difficulté en face de vous. Vous êtes dans un pays étranger, après avoir connu des humiliations, la police, et pas que l'humiliation de la police, c'est-à-dire que l'humiliation du regard de l'autre qui vous chosifie, qui vous considère comme rien, qui vous réifie rien que parce que vous avez une peau foncée. Mais comment à un moment donné, vous n'avez pas envie
de vous constituer en une bande. Et comment le noir va-t-il arriver un jour? Moi, je veux bien qu'on m'explique. Moi, ça, je veux bien qu'on m'explique. Je suis dépassé. J'ai presque envie d'arrêter là pour aujourd'hui parce que là, ça me terrasse. Ah non, mais ça me retourne plus que même le fait que des gens meurent dans l'eau et tout ça. Ça, c'est du spectacle. Quand c'est la réalité. Non, mais oui, parce que c'est comme dans les effets. Oui, on voit des grands effets. C'est pour ça que je suis content de cette série. Si vous l'écoutez, partagez dans vos réseaux, parce que nous, on n'est pas là pour rigoler, pour amuser la galerie. C'est vraiment pour comprendre les subtilités des choses. Parce que l'idée, c'est qu'on comprenne le réel de ce qui se passe et aussi qu'on comprenne que la réalité de la vie n'est pas ça. Comment peut-on me dire que des gens qui, avec tant de douleur, traversent un chemin si difficile, peuvent vivre dans un clivage comme cela au point où d'être dans un ghetto, dans un lieu pourri, dans un lieu immonde qui est un lieu qui respire tout sauf la vie? Ils sont même pas capables de faire groupe et ils font des quartiers qui ressemblent aux quartiers d'où ils viennent. Oh non, là je suis dépassé. Là je suis dépassé, je fais rire parce que j'en ai marre. J'en ai marre d'entendre quelque chose comme ça, c'est immonde pour moi. Si tu n'as pas les gens de ton quartier, là, tu es obligé d'aller serrer avec d'autres personnes et là-bas ça va être... tu vas être... quand on aura besoin de quelque chose, c'est toi qu'on va envoyer, on va dire, va. Sinon le soir tu ne vas pas dormir. Ça me fait de la peine d'entendre ça. Ah ouais. Non mais ça me fait de la peine, je ne savais pas que j'allais entendre ça. C'est ça. Mais ça me choque plus. Je sais pas, sur l'instant là, maintenant là, à l'instant là, ça me choque plus que le monsieur que le Touareg a oublié au désert. Ça me choque plus en fait. Je sais pas pourquoi, mais c'est ça. Je sais pas vous, mais moi ça me choque plus, ça me bouscule plus. Pourquoi ça me choque? Probablement parce que c'est quelque chose de simple. C'est quelque chose qu'on peut éviter. C'est quelque chose qui est à notre portée. Mais nous nous autorisons pas. Ça me choque. Ça n'a pas de sens. Qu'un Touareg, parce que dans son organisation de voyage, il a des réflexes, il a dit, quand on se met en route, on y va, et il abandonne quelqu'un sans état d'âme, sans rien, parce que il a déjà considéré que déjà, toi, tu es noir, tu es moins que moi. Tout ça, oui, même si c'est inadmissible, même si c'est choquant, oui, c'est vrai, c'est choquant. Qu'il viole des femmes, qu'il viole même des hommes, on comprend encore que c'est absolument choquant, c'est criminel, mais il profite de sa position et ainsi de suite. Mais que des gens qui vivent ensemble la galère, qui vivent ensemble cette humiliation, qui connaissent toute cette douleur, ne sont pas capables, je ne veux pas dire d'être des gens d'une générosité débordante, qui ne comprennent pas que leur salut vient de la possibilité de ne plus se considérer selon certains clivages qui n'ont pas de sens. C'est pénible pour moi d'entendre ça. Ça me choque, ça me dérange vraiment. J'ai presque pas envie de continuer ce soir. Ça me dérange. Ça me dérange. Je sais pas vous, mais ça me dérange. Ça me dérange. Tu dis, mais pourquoi on s'embête? Je comprends mieux pourquoi on peut lutter pour des gens en Afrique et tout ça. Ils s'en fichent eux-mêmes, notamment ces Camerounais avec leur camerounaiserie. Ça ne s'arrêtera jamais. On nous explique que des Maliens sont solidaires dans les ghettos, sur le chemin. Il est Camerounais. Il est plus accueilli quand il n'avait pas mangé. Il avait la possibilité qu'un Malien de passer dans le quartier des Maliens et manger, tendre son assiette. Je ne sais même pas si on appelle ça une assiette, votre truc que vous avez pour vous servir. Appelons ça comme ça si vous voulez. Et qu'on lui donne à manger. Mais il passait dans le quartier des gens qui viennent du même pays que lui. Parfois même de la même ville.
on lui accorde aucune attention parce qu'il n'est pas du quartier Ngossoua. Ngossoua, c'est le quartier de Douala. Ou c'est ça, Ngossoua, c'est le pays nouveau. Ça, c'est dans ma langue maternelle, je connais bien. Quartier Aoussa, New Bed, Konkana, Bikri, les Konsamba. Oh, ton sang. Oh, c'est lamentable. C'est triste. C'est choquant. Comment on va y arriver, là? À ton avis, on va s'en... Comment les Camerounais vont faire pour s'en sortir? Tu as une piste? C'est pour ça que je dis, c'est chacun pour soi, c'est Pontiac, c'est une place. Tu te bats comme tu Mais cette mentalité-là, comment on peut faire pour que ça cesse? Comment on peut faire? Mais comment on peut faire pour que ça change? Toi, comment on peut faire pour que des gens... Vous avez des quartiers, donc ils se cotisent entre eux. Ouais. Et celui qui n'a pas d'argent, c'est lui qui va aller au danger. Oui, c'est lui qui va aller chercher de l'eau. Parce qu'on ne peut pas se dire, comme aujourd'hui il n'a pas d'argent, demain il aura peut-être de l'argent, on mange avec lui, on trouve des astuces pour avoir de l'eau, mais non, on va l'exposer au danger. C'est-à-dire on va le punir de ne pas en avoir. Ouais, il va aller chercher de l'eau. Alors que vous êtes tous sur la route parce que vous n'avez pas d'argent et que vous êtes obligés d'aller risquer la mort parce que vous n'en avez pas. Et que tous, nous nous insurgeons contre ceux qui ont de l'argent, tous ceux qui nous gouvernent, qui ont du pouvoir, qui s'en fichent de vos vies. Et vous aussi, à votre tour, vous vous comportez quand même. Je t'envoie à l'abattoir, je te vends, je te fais violer, je te soumets à la prostitution. Ça, c'est pour les tiers-mots, pour tous ces gens qui sont devenus des chefs locaux. Et maintenant, même vous, le bétail, puisque vous on appelle comme ça, vous êtes l'arrivage. Même vous, le bétail, encore entre vous, vous scindez encore. Vous n'êtes pas capable de partager un pain pour soutenir vos forces. Moi, je croyais que c'était plus solidaire, en effet. Donc, tu me dis que la solidarité, on peut le remarquer plutôt après. Après. C'est bien après, lorsque les gens sont déjà sur autre chose. Ouais. Mais là, chacun est en train de faire Pontiac. Donc, si on dit 5 €, tu dois donner tes 5 €. Si tu n'as pas, tu prends les bidons, tu vas chercher de l'eau. Et il y en a qui sont partis comme ça, ils ne sont pas revenus parce que la police... Oui, ça c'est... Il y a d'autres qui te disent que moi je ne pars pas, hein. Je préfère rester comme ça. Parce que c'est un risque, mais bien sûr. Parce que quand la police te prend, pour revenir, tu as un minimum 2 à 3 jours. Ah, s'ils te jettent au désert, ouais. Parfois certains réussissent à remonter à pied. Oui, à pied, c'est à pied qu'on remonte. Il n'y a pas de convoi qui passe par là? Non, il n'y a pas de convoi. Tu remontes à pied jusqu'au... Quand tu remontes à pied, c'est pour aller dans un ghetto. Tu pars tes pas, tu peux plus continuer. Les pieds sont... Tu fais presque 20 à 30 km à pied. Au désert, quoi. Oui. C'est pas 30 km au pied au désert, c'est comme si tu faisais 100 km. Des fois, on peut vous jeter derrière l'aéroport. Et on ne peut pas se perdre? Si, il y a des gens qui se perdent, bon, mais... Nous, on avait déjà ce qu'on appelait... On se repérait comment par la lumière. C'est-à-dire quand tu marches, quand tu vois une lumière, tu suis seulement la lumière. Là où ça t'amène. Oui, ça te conduit, tu dis il y a une habitation, il y a quelqu'un qui habite là. Et là-bas, ils ont toujours les chiens, il faut toujours courir avec les chiens. Ah, on vous poursuit avec des chiens aussi? Non, je dis, c'est les policiers. Les villageois, là, ils ont toujours les chiens. Oui. Des fois, c'est les chiens là, quand les chiens abordent, parfois les policiers comprennent. Ah, ils comprennent qu'il y a un danger. Ce n'est pas les villageois qui mettent des chiens à votre trousse, d'accord. Non, ce sont les éleveurs, ils ont toujours. C'est pour aussi. Oui, c'est pour leur troupeau, oui, je comprends. Et dès qu'ils sentent qu'il y a déjà un petit bruit, ils commencent à aboyer. Oui, du coup, ça attire les policiers. Donc, c'est un danger supplémentaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On marche des fois pieds nus, il faut marcher doucement. C'est pour ça que les gens, d'autres ne courent pas le risque d'aller puiser de l'eau. Ils te disent non, ils préfèrent rester comme ça. Soit il préfère rester affamé. Il va aller demander peut-être chez les Maliens ou bien chercher à côté, aller demander que d'aller puiser de l'eau. Et dans tout ça, les Camerounais sont su d'être meilleurs. Hein. Il faut en rire. Pauvres Camerounais. Ils sont su d'être les meilleurs. Quand ils voient des Maliens, ils ont une forme de complexe de supériorité, ils ont une forme de condescendance.
à penser, effectivement, comme tu l'as très bien dit, qu'ils sont très intelligents, qu'ils sont très sages, alors qu'on traîne avec nous le comble de la bêtise. Comme la bêtise, et ça s'observe à toutes les strates, comme à tous les étages. Comme la période Banga dit, on va donner Nambout. On va donner Nambout. On croit qu'on est très sage, mais on est très bête. D'accord. On croit qu'on est sage, mais on est bête. Mais c'est incroyable de voir qu'on reproduit des clivages de quartiers. Ce n'est même pas... Et après, maintenant, de tribus, certainement, doit être encore marqué, non? Oh, bon, là, la tribu, c'est un peu... C'est un peu dilué. C'est ouais. C'est pas... Je veux dire, il n'y a pas des Bamileke, des Bassa, des... Non, à partir... Mais c'est surtout le quartier. C'est le quartier, mais... De toute façon, comme moi, par exemple, oui. J'étais au quartier Bonsoir. La majorité sont les Bamileke. Oui, bien sûr. La majorité sont les Bamileke, les Bananté. Mais tu vas trouver les quartiers. Moi, je peux même dire que c'est comme ça, hein? C'est les tribus. En fait, ces quartiers reflètent les tribus, en effet. Ouais. Partez le quartier Aoussa, ce n'est que les Aoussa qu'on trouvait là-bas. Et il n'y a pas d'interaction, d'interrelation entre ces quartiers-là? Si, il y a... En fait, ils se servent à quoi? Comment on communique? En fait, je veux dire, est-ce qu'on se... Non, il y a des quartiers comme ça. Dans chaque quartier, il y a toujours un chef. Maintenant aussi, il y a le grand chef maintenant dans la communauté. Quand il y a peut-être les réunions, on ne peut pas appeler tout le monde. On appelle le chef de chaque quartier. Si par exemple, on veut faire une frappe. La frappe, c'est quoi? C'est attaquer la barrière. Ah. D'accord. Si on veut faire une frappe, on ne va pas rassembler tout le monde. Parce que quand on rassemble tout le monde, nous sommes au moins même 2000. Hein. D'accord. Au moins 2000. Quand on dit qu'il y a frappe, c'est là que tu comprends qu'il y a vraiment le monde en feu. Ah oui. Ouais. 2000 personnes qui 2000 arrivent. personnes arrivent. Et là, quand c'est comme ça, c'est un village, c'est énorme. C'est énorme. Sans ça, les gens sont écrasés. Ça attire l'attention. Puis, ça, des fois, même, ça, il y a aussi même, comment on les appelle, les nokas. Il y a les gens même qui travaillent avec la police marocaine, des fois même dans le groupe. Ah, les infiltrés, il y a des indicateurs. Oui. On en a arrêté plusieurs, comme ça, on les a fait la peau. Mais ce sont des gens qui viennent d'où? C'est toujours les Camerounais. Mais là, on rencontre aussi ça beaucoup dans d'autres communautés. Hein. Mais c'est aussi beaucoup plus. Oui, bien sûr. C'est beaucoup plus. Oui, j'imagine que ça peut être, oui, c'est une technique de la police, mais c'est quand même... Mais c'est beaucoup plus dans notre communauté qu'on trouve la majorité de ce type de... C'est-à-dire, ils vous prennent comme ça, ils vous promettent que ils vont vous faire traverser. Parce que même par voie... Même par route aussi, tu peux traverser, tu vas en Espagne, parce qu'ils ont un marché là-bas le samedi. C'est samedi ou dimanche, là-bas, un marché de bénisse. C'est-à-dire que tu traverses en voiture, tu vois. C'est-à-dire les policiers leur promettent que non, chaque fois que vous voulez organiser le truc, dis-moi. Si tu fais comme ça, 1, 2, 3 mois, nous on va te faire traverser. Ah ouais. Et ils le font? Je vous dis qu'ils le font. Non, je veux dire que en retour, la police... Non, c'est les bandits, ils vont le faire. Ça, c'est te mettre dans les difficultés avec tes frères. Ils le font pas. Ah oui, donc on utilise les espions. Oui, ils t'achètent un téléphone. Les infiltrés même. Ils t'achètent un téléphone. Dans la misère. Il y a des gens qu'on a arrêtés comme ça. Mais pour lui, il partait faire les courses dans la gueule du loup. Donc quand il va aller dans la gueule du loup, presque à côté du commissariat, mais lui on l'arrêtait jamais. D'accord. Donc c'est comme ça que... Vous avez commencé à vous dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Bonsoir Pat le Lion, bienvenue. En fait, je ne savais pas. Enfin, je découvre. D'ailleurs, je ne savais rien. C'est justement pour ça que je cherche à tout comprendre. Vous avez des infiltrés. Vous avez des gens qui espionnent, qui sont des vôtres. Qui, parce qu'on leur a promis de traverser une traversée facile. Donc, ils sont prêts à vous livrer. Oh, la solidarité encore. La question des convictions. C'est-à-dire que c'est ma part, tout de suite, l'immédiateté. Donc tout ce trajet, toute cette peine, que ça ne leur dit rien, toute cette souffrance que vous avez vécue. Ils sont comme vous, mais ils sont prêts à vous trahir. Juste parce qu'on leur a promis une traversée, la police les retourne encore. Chaque fois qu'on organise un truc, des fois il dit même aux policiers où est-ce qu'on va passer. Oh. Dès qu'on veut foncer, on trouve que
la barrière déjà. Il y a au moins 2000 policiers, gendarmes, militaires qui sont déjà là. Qu'est-ce qu'on fait obligé? Là, quand c'est comme ça, on leur donne un téléphone et vous ne savez pas si ce téléphone c'est la police qui leur a donné, vous ne pouvez pas parce savoir. que tu ne peux pas savoir. Mais celui-là qui, par exemple, allait faire ses courses près du commissariat de police, à un moment, ça n'a pas attiré votre attention? Si, justement, c'est quelqu'un qui l'a soupçonné que, mais comment ce monsieur-ci, tout le monde, tous les camarades évitent le coin, mais lui, il est toujours... On était bêtes de toutes les façons. Lui, il est toujours dans le coin là. Ça, c'est un coin où, même si tu es un symbole, ne franchis pas la ligne là. C'est que les policiers vont t'encercler, ils vont te prendre. Mais lui, c'est là-bas qu'il partait toujours. Ah, il était un peu idiot, oui. C'est là-bas qu'il partait toujours. Donc, il avait toujours ce rendez-vous dans le café là-bas et puis il partait donner des informations et tout. En fait, quand il allait faire ses courses, il allait plutôt donner des informations à la police. Oui, il faisait semblant de faire ses courses. Mais en revenant, il vient quand même avec les courses. Mais bien sûr, il faut qu'il fasse... Voilà. Genre, je t'ai fait mes courses. Mais en plus, cette police les expose. Voilà. Et qu'est-ce qui leur arrive lorsqu'ils sont démasqués? Oh non, là c'est... Même la police marocaine ne te tape pas comme on te tape là. C'est toute la communauté qui va te taper. Et la police ne l'aide pas à ce moment. C'est quand nous on gère nos problèmes en forêt, pour la police, vous pouvez vous tuer là-bas. Hein? Pour la police, si vous voulez mourir. Ah oui, c'est là. Ça arrange, ça les arrange. Ça les arrange. Crever, tout. Quand c'est entre vous là, si vous voulez mourir, là ça vous... Mourir là-bas, ça les dérange pas. Ça alors? Partout il y a tous les traites. Ah oui, c'est ça. Ce sont des indicateurs en fait qui risquent leur vie parce que par insouciance, par bêtise, parce qu'ils savent très bien, ils ne peuvent être alliés d'une police qui est contre le groupe qui est contre votre projet puisqu'ils font partie. Et c'est un peu idiot. Et quand on les tabasse, je veux dire, une foule comme ça, ils ne risquent pas de mourir. Si on a tapé un comme ça une fois, lui-même, je crois qu'il était rentré. Quand on l'a amené à l'hôpital, je ne l'ai plus revu. Je me dis peut-être. Ah ben là, tu peux plus. Parce qu'on avait déjà alerté à toute la communauté. Pat nous dit quand on lance 5 convois, il livre 3 aux policiers et 2 entrent. Ils sont complices avec les policiers. Oui. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'il nous dit Pat, il confirme. Non, on les appelle les Noka. Les Noka. C'est triste, hein? Mais c'est comme ça. Mais bon, aujourd'hui, j'entends des choses. Mais par contre, il y a certains policiers aussi qui font la mafia, qui font le business aussi. Ah d'accord. Et il y a les policiers. C'est vraiment une belle jungle. La jungle n'est pas juste le lieu où vous vivez. C'est l'ambiance générale qui est une jungle. Il y a d'autres qui ont l'esprit ouvert, qui font le business, ils savent que ça donne l'argent. Et une monnaie, et ils vous font passer des chanceux par la route contre l'argent. Ouais, ils peuvent peut-être vous dire que bon, dans tel polo, bon, polo c'est ceux qui comprennent. Quand ils disent tel polo, ça dit dans tel endroit, oui. Il n'y aura pas la garde, il n'y aura pas assez de garde, il faut venir là-bas. Ou bien soit moi je serai de garde. Ce jour-là. Ce jour-là, tu viens. Contre, il faut payer quoi. Mais toujours. Cher. Oui. Des fois, tu peux même te prendre même 1000 euros. Waouh. 1000 euros. Ah ouais. Quand tu viens, c'est lui qui monte là. Tu montes la barrière. Tu prends tout ton temps. Avec élégance quoi. Oui. Et tu peux mettre en chemise. Tu montes là tout doucement. Quand tu as traversé peut-être la deuxième barrière, c'est là qu'il commence à crier. Bon, comme si... Ah, comme s'il était surpris. Oh. Donc, eux-mêmes là, on finit aussi toujours. Par les dénoncer, par les... Ah oui. Ben oui, c'est comme ça. Hein. Bah, tu sais, tu me fais passer, je te donne. Dès que je suis là de l'autre côté, je te dénonce. Non, il te donne. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle son frère qu'il y a tel. Donc c'est comme ça que les rumeurs parlent. Ah, d'accord, finalement. Oh oui, c'est ça. C'est ça. Les policiers qui sont ouverts là-bas, ils se font de l'argent. C'est pas facile, hein? En fait, je savais que c'est pas facile, mais à ce point-là, je trouve ça encore plus dur. Pat nous écrit, d'autres prennent votre argent et partent vous abandonner au milieu du désert et appellent les rebelles. C'est ce que même l'autre nous disait la semaine dernière. Oui, il y a notre ami qui est intervenu la semaine dernière qui nous l'a expliqué. Parce que
Parmi ceux-là, il y a d'autres qui sont bons, d'autres qui ils travaillent en connivence avec les rebelles. C'est-à-dire, ils te prennent l'argent, ils partent te livrer chez les rebelles aussi te prennent l'argent, ainsi de suite. Donc moi je te prends, je m'avais te donné là-bas, l'autre aussi te prélève, quand il te prélève aussi, te dit non, passe plutôt de ce côté. La route tu t'envoies là, ces gars sont là positionnés, tu tombes là-bas, jusqu'à ce que on te dépouille. Ou alors si tu n'as plus rien, ils vont te menacer, ils vont t'obliger à appeler, à faire appel. Ah oui. Ouais. En tout cas, je pense que cette semaine, on va arrêter là parce que moi, j'ai beaucoup entendu de choses qui m'ont remué, qui m'ont dérangé, vraiment. Cette traîtrise, cette absence de solidarité, même dans la peine, j'ai un peu de mal. Personnellement, j'ai un peu de mal. Je ne veux pas dire on n'est pas solidaire à tout prix, mais j'ai souvent pensé que lorsqu'on est dans la galère, on se serre les coudes. Parce que j'ai souvent vu les détenus faire cela. Peut-être pas tous, mais j'ai vu des détenus, comment ils s'entraident quand quelqu'un est malade. On essaie de l'aider. Quand il n'est pas bien, l'autre frère, l'un l'écoute. En tout cas, est une épaule où il peut se reposer et aller mieux. En tout cas, j'ai parfois pensé que les personnes qui sont dans la souffrance, qui sont dans la galère, la dureté de ce qu'ils vivent les oblige à comprendre l'obligation d'être ensemble, de se serrer les coudes, quoi. Donc je regrette vraiment que je suis un peu plus sonné que les autres fois. C'est marrant, hein? Je veux dire que les histoires, il y a d'autres histoires qui vont venir, hein, je sais, les morts, les viols, tout ça, je sais. Mais quand nous ne sommes pas capables de faire ce qui est à notre portée, c'est quelque chose qui m'émeut un peu. Peut-être moi aussi, j'en suis pas capable, mais du coup, ça me questionne moi aussi. C'est pas normal. Il y a des choses que nous ne pouvons pas faire, mais il y en a d'autres. Nous ne sommes pas obligés d'être des traîtres. J'ai pris la route de la Libye, nous dit Pat, mais je ne peux pas conseiller même mon pire ennemi de prendre la route de la Libye est la plus difficile encore. Parce que notre ami la semaine dernière nous racontait sa rencontre avec Daesh. Et on a dit oui, on a pris. Il y a Dominique Damien qui voulait peut-être intervenir, mais il a une très mauvaise connexion. De toute façon, nous allons nous revoir la semaine prochaine. Parce que là, franchement, comme je vous l'ai dit, je suis écœuré par cette démonstration. J'ai attaqué cet angle de l'absence de solidarité, vraiment en espérant, en faisant l'hypothèse que vous êtes forcément, les gens sont forcément solidaires. Je suis absolument surpris, je suis abasourdi parce que je découvre que non, en effet, les personnes c'est pontiaque comme tu as dit, quoi. C'est vraiment, et c'est ça, ce n'est pas qu'un slogan. Considérés comme des bêtes, vous êtes considérés comme moins que rien. Même entre vous, vous ne vous dites pas à un moment donné on se fasse respecter. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que les Noirs en particulier, parce que nous en parlons, nous allons beau dénoncer la colonisation, nous allons beau dénoncer l'esclavage, nous allons beau dénoncer l'impérialisme, ce qui est vrai, bien sûr que l'Occident ne fait pas cadeau à l'Afrique, c'est une vérité, mais on n'y arrivera jamais, tant que nous ne pouvons pas faire groupe, nous ne pouvons pas comprendre qu'on a une communauté d'intérêt et travailler ensemble pour cet intérêt, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Je vais dire, ça commence par quoi? Par quelque chose de simple. Lorsque vous écoutez une émission comme celle-là en parlant, ça peut vous donner envie de partager. C'est ça. Faites pas. C'est ça. Vous allez attendre juste là où on insulte des gens, où on fait du n'importe quoi, à partager des choses mauvaises, négatives ou des choses qui ne servent pas à grand chose. Alors que c'est l'éducation. C'est par l'éducation. Et puis ces comportements absolument immondes relève d'un déficit éducatif. Nous n'avons pas vraiment compris les vrais enjeux. On n'a pas compris que l'intérêt individuel réside dans l'intérêt collectif.
que le collectif ne sert pas à faire disparaître l'individu, au contraire. Au contraire. Au contraire. Mais il faut le comprendre. Ça commence par le fait de donner un coup de main à celui qui est proche de vous. Parce que si vous le fortifiez, il faut le renforcer. Il va être revigoré et cette force, il va vous servir demain. On dirait qu'être noir est une malédiction tellement nous sommes combattus par nous-mêmes et les autres. Absolument, je suis d'accord. Et nous allons nous arrêter sur cette pointe des déceptions parce que je ne trouve plus la force de continuer. Parce que c'est triste de savoir que ce sont ceux qui devraient se serrer les coudes pour traverser des moments horribles, des moments où ils vivent quelque chose d'inhumain, que ce sont ceux qui se dénoncent. Ils refusent de se partager un repas. Un repas. Je comprends pas. Ils font des quartiers. Je sais pas. Je sais pas. C'est triste. C'est triste lorsqu'on est combattu par soi-même. Ce sera une belle conclusion. Qu'est-ce que tu vas dire? Nous allons sur ce mauvais sentiment quitter Tamaracet. Et nous allons prendre quelle route pour repartir maintenant? Quitter Tamaracet, c'est Oran. On va prendre Oran. Oui. Et pour aller au Oran, on passe par quel chemin? Non, pour toi, tu es passé comment? Non, pour Oran, c'est les autocars. On prend l'autocar. Oui. Et en ce moment, c'est facile d'emprunter un autocar ou pas? Non. C'est pareil. Il faut toujours se faire acheter son ticket par quelqu'un d'autre. Ouais. Et il y a les contrôles de police encore. Non. Là, moi, je sais pas. Tu n'as pas connu de contrôle à ce niveau. Ouais. Tu es resté combien de temps à Tamaracet, toi? 2 semaines. À 2 semaines. Ouais. Et tu as pu gagner de l'argent. Ouais. Quelle quantité d'argent à peu près? Parce que j'ai travaillé là-bas 1 semaine. Oui. Ouais. J'ai eu presque, parce que je travaille 2000 dinars. 2000 dinars la journée. Ouais, donc oui, ça te faisait à peu près 20 000. Non, 20 euros. Oui, c'est ça, 20 euros la journée en fait. C'est déjà mieux que les 50 centimes de Oui. oui. Nous en Algérie, les Algériens payent. Bon, enfin, ils payent parce que nous on vient de l'Afrique, on voit qu'ils payent. Attends, Roland nous dit, à voir tout ce qui se passe en ce moment avec le football, ça fait froid dans le dos. C'est quoi cette histoire de foot? Je connais pas, parce que là par contre, j'ai décidé d'être un inculte du football. Comme ils ont tapé un docteur à Rouen, là, un professeur d'université. Pourquoi? Lors de la finale Algérie-Sénégal, on l'a tapé à mort. Ah oui, à ce point. C'est ça, c'est ça. J'ai décidé d'être un inculte du football parce que ça m'énerve ces choses, parce que je comprends pas. Ils ont confondu un J'aime Sénégalais. beaucoup de football. Ils ont confondu des Algériens Ils ont confondu le Guinéen au Sénégalais. et ils l'ont tapé à mort. Pourquoi? C'est tout. Voilà. En tout cas, c'est pour voir quelle est la valeur du noir. J'adore ces noirs qui pensent qu'ils sont différents de l'autre noir, qui pensent qu'ils sont mieux. C'est le nègre de Césaire, justement. Ne faites pas attention à ma peau, c'est le soleil qui m'a brûlé, sans savoir que non, à leurs yeux, vous êtes pareils. Votre seule chance, c'est de solidariser, les gars. Votre seule chance de vous en sortir, c'est ça. Bien sûr, les autres y arrivent parce qu'ils font foule, même s'ils ont des intérêts divergents, ils font foule face à un autre groupe. Mais nous, on ne sait pas faire. Donc, nous allons nous quitter sur la route d'Oran et tu étais en train de m'expliquer que tu avais à peu près 20 000 parce que pour une semaine, c'est 7 fois 2, bon, je vais dire 14 000 dirhams, c'est ça? 14 000. C'est dirhams, ça s'appelle? Non, dinar. Dinar, d'accord. C'est au Maroc. Dirham, c'est au Maroc. D'accord. 14 000 dinars, à peu près 15 000 dinars par là. Ouais. Ça te refait un petit peu une base pour poursuivre ta route, quoi. Tu repars un peu content. Et je suis arrivé à Oran. Mauvais souvenir. On a été organisé depuis
depuis Tamaracet. Oui. Ils nous ont organisé, ils ont envoyé les gars nous attendre à la gare. Là, c'était les Arabes qui nous ont attendus à la gare. C'est-à-dire, ils nous ont récupérés. Tout naïf que nous on était, ils nous fait comprendre que voilà, vous venez de Tamaracet, je suis tête, on m'a demandé de venir vous chercher. C'est normal, nous. Surtout qu'il nous a donné le nom et tout. Oui. Oh, c'était une organisation pour nous dépouiller. Il nous a amenés au sous-sol. Où il y avait que les sabres partout au sol comme ça. Ils demandent de nous donner tout l'argent qu'on a travaillé. Ils avaient des armes, j'imagine. Les sabres et tout. C'est-à-dire, on entre dans. Ah, il y avait quoi? Des sabres? Oui. Ah, j'ai cru que c'était du sable. Non. Des sabres. Oui, des sabres. Ils nous ont amenés au sous-sol. Ah, C'est-à-dire, même si tu cries, personne ne t'entend. Ah, d'accord. Ils nous ont dit, tout ce que vous avez travaillé, la posé, c'est on a travaillé quoi? Ils disent, donnez, vous avez travaillé. On a compris que c'était. Nous allons arrêter quand même cette émission-là aujourd'hui. J'étais en train de me réjouir pour toi que enfin tu as bossé. Tu vas quitter Tamaracet parce que j'ai écouté beaucoup d'histoires qui m'ont dérangé à Tamaracet, dans cette étape de Tamaracet, et je voulais terminer avec Tamaracet parce que je voulais passer à autre chose. Et nous avons pris le chemin d'Oran. Et le cœur léger, avec un petit peu de sous en poche, j'étais en train de me dire, un bol d'air frais, une bouée de sauvetage, un peu d'oxygène. Tu as à peu près 15 000 dinars qui correspondent, tu m'as dit, 2000, ton gain de la journée qui était de 7 000, de 20 euros à peu près. Oui, qui peut, donc ça nous fait 440 euros, si je viens calculer, 7 fois 2, 14, c'est ça. Hein? Ouais. Bon, on se dit, ça fait quand même un petit peu quelque chose qui peut nous amener jusqu'à la frontière. Frontière avec le Maroc. Et te voilà à Oran. Et ils m'ont dépouillé. On te dépouille, tu te retrouves dans une salle, au sous-sol, des sabres versés par terre pour vous impressionner. Et vous savez, comprenez que ces gars ne sont pas en train de rigoler. Il faut que vous remettez tout cet argent. J'ai la peau blanche, mais ma vie n'est pas facile non plus. Seule la force de notre esprit l'emportera. Je suis complètement d'accord, Arietta Custer. Nous allons nous arrêter là. Mais ce que nous sommes en train d'évoquer spécialement, c'est la difficulté de cette peau noire qui est maculée par tant d'histoires tristes, tant d'histoires horribles. Et surtout, ce sur quoi nous insurgeons, c'est cette incapacité de ces gens à la peau noire de fédérer, de solidariser. Hein. Donc, on ne pense pas qu'ils sont les seuls à connaître la souffrance, à connaître la vie difficile, bien évidemment. Il ne s'agit pas de ça. Mais notre propos, notre réflexion porte sur cette conscience noire qui a du mal à prendre véritablement ses marques, à se considérer comme un groupe qui doit se mettre debout pour gagner des vies, pour gagner des territoires, pour gagner son existence, son droit de vivre, son passeport de la vie, et pas contre quelqu'un, bien évidemment. C'est pas ça. On ne réussit pas contre quelqu'un, c'est une erreur. En tout cas, on n'a pas besoin pour s'aimer. Je disais encore l'autre jour à quelqu'un, on n'a pas besoin de détester quelqu'un pour s'aimer. On n'a pas besoin, pour aimer une personne, d'en détester une autre. C'est pas le même mouvement. Bonsoir chez vous. Je suis très heureux d'avoir été avec vous. Nous allons nous arrêter là à Oran. Nous allons reprendre la semaine prochaine à partir d'Oran. Et nous allons comprendre ce qui s'est passé à la suite de cette séquestration, cette prise d'otage. Comment cela a été négocié. Rendez-vous la semaine prochaine. On fait comme ça, tu es d'accord? Bonsoir à toi, bonsoir chez vous. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Partagez dans votre réseau si vous voulez bien. Et nous essayons juste de faire œuvre d'éducation, de faire comprendre certaines choses. Bonsoir. On va se séparer là-dessus. Cherches-tu, dis-moi, oh l'ami, affamé, assoiffé dans le désert, le froid glacial en compromis, sur une vague de fortune bravant la mer. Bonsoir chez vous.
La semaine prochaine, nous allons essayer, si les conditions techniques nous le permettent, nous allons accompagner la Reine Blanche, justement, Arietta Custer. Nous allons parler de l'aventure, d'une autre forme d'aventure, avec la Reine Blanche de film 4, qui va nous parler de son aventure dans son village en Afrique. Et de ce village qui est menacé de disparition, c'est une autre aventure. Voilà. Et nous nous retrouverons dimanche prochain pour la suite de ce voyage, de ce parcours d'immigration. Nous irons vers Orange, comme vous venez de l'entendre. Nous continuerons ce chemin. Bonsoir chez vous. Merci d'avoir été là. Merci d'écouter. Merci de faire surtout que d'autres personnes en profitent. Mon nom est Nana Ketcha. Qu'as-tu donc gagné au change? Ces humiliations, ces déboires. La musique que vous écoutez est un extrait de mon album. C'est si grand désespoir. Un album à lire et écouter. Oh, que tristesse et douleur. Déchirement, nostalgie engage. J'ai bien peur que ce bonheur ne reste qu'un rêve, un futile mirage. La vie, je vais Si vous chercher. devez lire, même si vous n'aimez pas lire, conseillez cette lecture à d'autres personnes. C'est mon livre, produit d'un travail de recherche, paru chez L'Armatan. Média intégration, récit de vie d'immigrés et leurs descendants. Alors, voilà, nous terminons là. Bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Mais nous sommes en train de prendre congé de vous. Partagez dans vos réseaux si vous voulez. En tout cas, j'avais le choix. nous faisons notre part. On se retrouve mercredi prochain avec la Reine Blanche. Si les conditions techniques sont réunies, une autre évocation. Les récits de vie, c'est notre credo. Et dimanche, on continue notre chemin. Police aux frontières, tous aux pieds de guerre. Petit tour qu'un bout de number. Plus haut s'élèvent les rideaux de fer. Les programmes politiques s'enflamment. Alors qu'un seul gramme de justice réclame la vie. Je vais chercher la vie. Un milliard de fraîche au sévère. Tout est détruit par ici, tout est pris. Ma terre est devenue un désert. La vie, je vais chercher la vie. Une lumière quelque part. Si ça vous intéresse, cherchez mon album. Sans envie. Ma chance c'est toi. Et pour mon départ. Un condensé de musique, de poésie et d'interpellation. Je vais chercher la vie. Une nuit meilleure, mais quelques heures. Au fil une lueur de couleur à mon cœur. Je veux vivre et je veux vivre. La vie, je vais chercher la vie. Une nuit meilleure là-bas dans l'ailleurs. J'espère moi aussi le bien sur cette terre. Je ne mourrai pas, je vivrai. Bonsoir et spécialement à Mademoiselle Claire Nana Ketcha. Au revoir, à dimanche et surtout à mercredi déjà, 20 h.